Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette nouvelle séance de votre conseil municipal en ce 1er juin. On espère des jours meilleurs maintenant au niveau de la température. Je pense que c'est bien parti, quoique là, c'est un peu gris ce soir, mais bref, on va y arriver. On lâche pas. Avant d'amorcer cette séance-là, je voudrais prendre quelques minutes pour souligner, dans le fond, de belles reconnaissances, de belles réalisations qui font rayonner notre belle municipalité. D'ailleurs, vous avez un échantillon en avant. Là, je ne sais pas si la caméra peut le voir là, pour les gens à l'écran, là, mais bref, on a des belles mentions en avant. Je voudrais tout d'abord féliciter notre collègue Marc-André Goyette, là, qui est directeur du service des technologies de l'information à la ville de Victoriaville, qui a reçu le prix Peter Bennett dans l'Ouest canadien. Cette distinction vient reconnaître son leadership, son engagement et sa contribution remarquable au milieu municipal des technologies de l'information. En tout cas, pour nous, c'est une très grande fierté au niveau de l'organisation là, que M. Goyette ait obtenu cette mention-là. C'est tout à son honneur. On a le prix justement en avant de nous. Toujours dans le domaine des bonnes nouvelles, je veux également souligner les distinctions reçues par la Ville pour son travail en communication inclusive. Vous savez, c'est au cœur de nos priorités de bien communiquer autant mes collègues conseillères municipales que des équipes municipales. On veut vraiment être en mesure de bien faire connaître la Ville, ses attributs et aussi, naturellement, les façons de transiger avec elle. Donc, pour le premier prix, en fait, on a reçu la mention prix coup de cœur du jury du mérite Ovation municipale qui a été décerné récemment là, aux assises de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, dans notre jargon. Puis ça, c'est pour une démarche en littératie puis en langage clair. Premier prix, donc, aussi à l'avant de nous. Puis sans vouloir être trop prétentieux, puis on en a un autre à vous annoncer, toujours dans le domaine des bonnes nouvelles. Très fier de ça aussi. C'est la plume d'excellence or en communication numérique pour la Minute Victo. Je ne sais pas, à la maison ou parmi les gens qui nous accompagnent ce soir, si vous avez déjà eu connaissance ou pris connaissance des Minutes Victo. C'est vraiment, en tout cas, moi, le premier, je trouve ça vraiment intéressant. J'ai peut-être un biais un petit peu non objectif, mais bref, on peut apprendre beaucoup de choses à l'intérieur de petites capsules comme ça. Fait qu'on a eu aussi un prix pour cette belle initiative-là de la ville de Victoriaville. Monsieur le maire, je voulais juste ajouter, là, en fait, oui, la Minute Victo, ça a été très, très, très populaire. C'est bien écouté par nos gens. Puis, je dirais qu'il y a un personnage qui s'est créé avec ça. Il y a une collaboration qui s'est faite avec Pierre-Yves Lepé. Oui. Donc, je pense qu'on a eu des bons commentaires en lien avec nos services, puis en lien avec l'EP, la collaboration qu'ils ont fait ensemble pour créer ces capsules-là. Donc, c'est très, très apprécié. Merci du commentaire, Yannick. Je suis tout à fait à la même place que toi. Puis, ça démontre que Victoriaville, finalement, ça démontre vraiment qu'on a des communications qui, somme toute, sont simples, mais en même temps efficaces, claires, accessibles. Puis, ça peut aussi faire vraiment une différence là, pour les citoyens et les citoyennes. Là, pour notre belle municipalité. Fait que, encore une fois, bravo à l'équipe de communication de la municipalité de Victoriaville. Très fier d'avoir pu collaborer, puis d'avoir surtout orchestré ces beaux projets-là avec toutes les équipes impliquées dans l'intérieur de la municipalité. Fait qu'encore une fois, bravo. Puis, naturellement, ça rejaillit sur le bien-être de nos citoyens, mais en même temps aussi sur la renommée de Victoriaville en matière de communication inclusive. Finalement, dans les bonnes nouvelles, ça ne concerne pas nécessairement la ville, mais c'est des gens qui travaillent dans le domaine sportif. Je voudrais saluer les gens qui suivent. Pierre-Luc Savoie, Michael, je ne veux pas l'oublier, je le lis sur mon texte, Michael Bachand-Lagarde, Émilie Gagné, Kathleen Barbeau, Audrey Watkins, Alexis Turcotte, Raphaël Turcotte et Daniel Bellumeur. Et toute l'équipe de la Corporation récréative de Victoriaville là, qui ont organisé récemment là, un tournoi de tennis W15 à Victo. C'est une première, en fait, c'est un premier tournoi international de tennis professionnel féminin, sanctionné par la Fédération internationale de tennis, qui marque une belle étape pour le rayonnement sportif de Victoriaville. Encore une fois, je voudrais souligner mes plus sincères félicitations et un gros bravo pour l'engagement de votre travail, l'équipe que j'ai nommée tantôt. Fait que ça fait le tour, si on veut, des bons coups. Maintenant, autre bon coup, en fait, un coup de longévité que je voudrais souligner ce soir. Puis ça concerne notre collègue Alexandre Côté, ici présent, tout bronzé.
Fait que, on va peut-être avoir le temps, nous autres aussi, bientôt, de se faire Peut-être. bronzer. Bref, je voulais souligner son apport parce que ça fait quand même 20 ans déjà, un petit peu plus même, qu'Alexandre poursuit son parcours en politique municipale. C'est quand même un exploit en soi. Fait que félicitations, Merci. Alexandre. Il faut rappeler qu'il est le conseiller du district Sainte-Famille depuis 2005. Puis, je voulais souligner son expérience, sa constance, son engagement envers les citoyens, puis aussi un membre émérite de l'équipe économique du conseil municipal. Avec mon collègue. Avec le collègue Yannick Fréchette et moi-même. Donc, Alexandre, c'est une ressource qui ne parle pas beaucoup, mais quand on y parle, c'est toujours très pertinent. Ça, j'apprécie beaucoup. Je pensais que c'était le contraire. Je pensais que je parlais beaucoup, mais c'était pas trop pertinent. Fait que, au nom je suis très content de l'entendre. Ben oui. Puis je vais te laisser le soin aussi de dire 2 petits mots, naturellement. Puis, je voudrais quand même te remercier au nom du conseil municipal, de mes collègues et collègues ici présents, puis de l'équipe municipale. Pour toutes ces belles années, ton apport, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis je voulais le souligner ce soir. Fait que je te laisserai peut-être Merci. un petit bout de parole. Oui, bien, merci, M. le maire. C'est toujours un privilège de siéger ici autour de la table du conseil. J'ai eu quand même plusieurs conseils municipaux ici à la ville de Victo, puis j'ai toujours eu le privilège de travailler avec des gens chevronnés de tout horizon. C'est que ça nous permet de s'enrichir aussi dans notre culture. Puis ça a toujours été on a toujours fonctionné dans le respect, puis même avec le présent conseil aussi, on dit ce qu'on a à dire, puis on sent qu'on a le respect de nos collègues. Puis, je tiens également à remercier les citoyens, bien sûr, du district numéro 4 de Sainte-Famille. C'est toujours un privilège de les représenter, puis soyez assurés que les dossiers, je les amène au bon endroit, puis on discute fort des fois autour de la table, mais comme je disais toujours dans le respect. Donc, je vous remercie, M. le maire, pour vos bons mots. C'est une surprise d'avoir ces mots-là lors de la séance du conseil, parce que j'ai été visité tout au dernier moment. Donc, c'est très touchant. Effectivement, ça fait 20 ans et quelques mois. J'avais été honoré d'ailleurs par l'Union des municipalités l'année dernière. Donc, c'est toujours un privilège, puis je vais toujours être au rendez-vous. Des fois, c'est pas facile. Hein? Des fois, il y a des commentaires dans le politique, c'est pas toujours facile. On peut pas avoir l'unanimité autour de la table, mais au moins, on se rallie puis on avance. C'est comme ça que les dossiers de la ville fonctionnent. Ils fonctionnent bien parce que, justement, on s'appuie, puis on se rallie, puis c'est comme ça que la ville avance. Voilà. Bien, merci beaucoup. Puis je me permettrai de quand même applaudir notre collègue. Quand même, tu étais presque le plus jeune élu de la ville de Victoriaville, Olivier. J'étais le plus jeune, mais j'ai été battu, effectivement. Mais tu sais, j'ai oublié de dire dans vos mots, là, au moins c'est pertinent quand je parle autour de la table. C'est correct. Je vais attendre, Maintenant, comme le prévoit la loi des cités et villes, on va revenir à des choses un peu plus terre à terre. Permettez-moi de vous dresser, dans le fond, les faits saillants du rapport de l'exercice financier qui a été terminé, dans le fond, 31 décembre 2025. Je reviens 31 mars. C'est comme ancré dans ma mémoire dans le temps de mon ancienne vie au gouvernement du Québec. C'était le 31 mars, mais nous autres, les villes, naturellement, c'est au 31 décembre. Donc, on va déposer ça ce soir, séance tenante, ici même. Puis, mais je voulais quand même, je pense que les gens dans la salle ont eu une copie. Oui, je vois les gens feuilletés, parfait. Puis je crois aussi qu'à l'écran de la télé, on voit le diaporama. Naturellement, je ne passais pas au travers de l'ensemble du rapport. C'est très, très exhaustif. Il y a beaucoup de données à l'intérieur. Mais si jamais il y a des choses que les citoyens ou que les gens veulent creuser davantage, vous allez avoir accès à la brique complète, au document complet sur le site web de la Ville. Puis si jamais il y a des questions, des choses qui vous reviennent en tête un peu plus tard, ça va nous faire plaisir d'y répondre là, avec nos services de relations citoyennes. Donc, si je vais à la page 2, vous avez l'état des revenus de fonctionnement non consolidés. En fait, c'est vraiment les revenus là, que la Ville reçoit, là, bon an, mal an, mais ça, on parle pour 2025, naturellement. Vous ne serez pas très surpris de savoir que le 3/4, 75 des revenus de la municipalité provient des taxes. Naturellement, ça fait partie
du pain puis du beurre là, des municipalités. C'est pas, Victoriaville ne fait pas exception aux autres municipalités, naturellement. C'est vraiment à l'image de l'ensemble des municipalités au Québec que la majorité des revenus proviennent des revenus fonciers au niveau des taxes municipales. Après ça, vous avez l'imposition des droits là, à 4 environ, le 4,8 millions, qui sont principalement dus à des droits de mutation perçus lors de transactions de propriété sur le territoire. Si je continue à gauche du schéma, vous avez les services rendus, qui sont des revenus perçus à la suite de services rendus, là, comme par exemple au niveau de certaines ententes qu'on a au niveau des loisirs avec des ententes de services au niveau des autres municipalités. Vous avez aussi des frais, c'est-à-dire des revenus de transfert, environ 8 du budget de 2025. Ça, c'est vraiment, ça regroupe toutes sortes de choses là, au niveau des transferts. Ça peut être aussi comme, par exemple, les compensations pour la collecte sélective des matières recyclables. Ça peut être des croissances d'un point de perception de TVQ, la péréquation, ainsi et d'autres types là, de transferts. Donc, je donne quelques exemples. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y en a quand même beaucoup, là. Après ça, vous avez 5 des revenus qui viennent de compensations tenant lieu de taxes, là, comme par exemple des taxes perçues pour les édifices gouvernementaux, par exemple. Vous avez aussi, malheureusement ou heureusement pour nous, mais ça, je ne veux pas trop m'épivarder là-dessus, mais il y a des amendes et des pénalités aussi où on perçoit, dans le fond, des revenus certains perçus. C'est pas beaucoup, c'est 1 mais quand même, ça vient transiter par la Cour municipale pour notre budget. Il y a des revenus d'intérêt aussi pour 1 aussi, qui sont des revenus essentiellement d'intérêt sur les comptes en souffrance. Des revenus de placement pour 1 aussi, des revenus de portefeuille, des revenus d'intérêt générés pour les surplus de liquidité et les placements. Puis finalement, vous avez d'autres revenus qui sont somme toute, très minimes. Là, on parle de 0,3 millions, divers revenus notamment pour la vente de terrain au niveau du parc industriel, par le biais de la Corporation des initiatives industrielles de Victoriaville. Fait que voilà pour l'ensemble des revenus de fonctionnement non consolidés. On dit non consolidés parce que ça ne comprend pas les entités qui sont toujours dans le giron de la ville, mais qui ne sont pas nécessairement comptabilisées à l'intérieur de ça, comme par exemple la CIV que je parlais voilà quelques secondes. Pour un total de revenus d'à peu près 120 millions de dollars. Fait que ça fait le tour pour les revenus. Maintenant, si on regarde du côté de la répartition des charges, toujours non consolidées, encore une fois, là, c'est plus, je dirais que c'est plus égrené, là, c'est moins, c'est plus, je dirais, plus ventilé en termes de pourcentage. Fait que vous avez des charges au niveau, mettons, encore une fois, je vais partir du haut vers la gauche, là, des frais de financement de 4 pour 5 millions. Ça, c'est des frais de financement constitués, entre autres, là, des intérêts puis d'autres frais sur la dette à long terme. Après ça, au niveau de loisirs et culture, vous avez 19 des charges qui sont composées de ces items-là, que ce soit les piscines, les patinoires, les bibliothèques, tout ce qui gravite alentour de la loisir et des cultures, c'est inclus dans ces charges-là, qui composent 19 comme je le mentionnais. Maintenant, au niveau de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement, c'est 6 du budget, donc 6,2 millions. Les charges sont associées, par exemple, à l'urbanisme, la rénovation urbaine et le développement économique aussi. Santé et bien-être, après ça, 3 3,2 millions. C'est des dépenses qui portent surtout sur l'habitation, les politiques sociales, les politiques familiales, toutes sortes de politiques jeunesse, politiques des aînés, hop la ville, tout ce qui s'appelle l'accessibilité universelle, puis l'aide financière aux organismes communautaires aussi. Comme vous savez, je pense que la Ville de Victo est très généreuse envers les groupes communautaires. Fait que ça s'est transposé aussi en 2025. Au niveau de l'hygiène du milieu, 21 23,1 millions de dollars. Ces dépenses-là, c'est lié essentiellement à l'eau potable, aux eaux usées, aux matières résiduelles, aux cours d'eau, à la protection de l'environnement et à l'horticulture. Au niveau du transport, maintenant, ça compose pour 21 donc près de 24 millions de dollars. Il s'agit essentiellement du budget de fonctionnement servant à la voirie municipale, l'enlèvement de la neige, l'éclairage des rues, à la circulation, stationnement et au transport collectif, taxibus par exemple, puis roulibus et l'aéroport régional André Fortin. Sécurité publique, 13 du budget, 14,5 millions. Sécurité publique, naturellement, ça dit bien ce que ça dit. C'est des frais qui sont reliés, entre autres, aux frais avec la Sûreté du Québec. On a notre corps policier, c'est la Sûreté du Québec, donc il faut payer pour ces services-là, naturellement. Service des incendies, service de brigadier aussi scolaire, puis la sécurité civile
dont on a eu un petit exercice la semaine dernière. Finalement, au niveau de l'administration générale, 13 c'est 15,2 millions. Cette catégorie rassemble l'ensemble des dépenses affectées principalement aux activités du conseil municipal, de la direction générale, des communications, des relations citoyennes et des finances et du capital humain, et incluant les services juridiques et les technologies de l'information. Fait, grosso modo, c'est la répartition des charges au niveau des non consolidés. Mais bien sûr, il y a eu des écarts là, d'une année à l'autre entre 2024 et 2025. Là, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que je pense qu'on aurait encore pour une demi-heure, mais naturellement, l'ensemble des données sont inclus à l'intérieur du document plus exhaustif que je parlais tantôt, qui va être déposé sur notre site Web là, incessamment après la séance de ce soir. Maintenant, si on passe à l'autre page de votre document, en fait, on voulait faire les faits saillants de plusieurs projets d'investissement qu'on a réalisés en 2025. C'est des projets qui ont été vraiment, pour la plupart, en lien avec différents aspects là, de la gestion municipale. Un gros montant a été prévu l'année dernière, comme vous le voyez, là, près de 11 millions là, pour les rues de la ville, c'est-à-dire voirie, drainage, réaménagement, reconstruction des réseaux et trottoirs. C'est un budget important. D'ailleurs, on va travailler incessamment sur le nouveau plan quinquennal de voirie. On va en discuter un peu plus tôt dans les prochaines semaines, mais c'est sûr que c'est un poste budgétaire très important là, pour la municipalité. Il y a aussi la construction du complexe multifonctionnel du parc Terre des Jeunes, qui est un succès qui est très achalandé. Même si on n'est plus en période hivernale ou printanière, il y a beaucoup de sports qui se pratiquent, pickleball, basketball et compagnie. Donc, c'est un site là, qui est très populaire. C'est un super bon coup de 2025 en ce qui nous concerne. Puis en ce qui concerne les usagers, naturellement. Au niveau d'un autre projet important qui a été financé en grande partie par le gouvernement du Québec, c'est la décarbonation de 9 bâtiments municipaux. Ça me permet de vous dire aussi de glisser en même temps l'information suivante que près de la moitié de nos projets sont financés presque à moitié avec le gouvernement du Québec. Donc, l'importance d'aller chercher le meilleur des subventions gouvernementales pour réaliser nos beaux projets. Puis on a des gens qui sont à l'affût, justement, pour aller chercher ces sommes-là qui viennent en contribution puis en surplus des budgets que la Ville investit dans ces projets-là. Puis il ne faut pas se le cacher que dans certains cas, peut-être les projets ne se réaliseraient pas si on n'aurait pas ces apports gouvernementaux-là. C'est toujours une sage gestion des finances publiques qu'on fait. Donc, l'apport public gouvernemental québécois est aussi important dans ces projets-là. Il y a aussi le nouveau générateur d'ozone à l'usine d'eau potable Amel, qui était un autre projet important, qui vient nous aider à toujours maintenir les standards 5 étoiles de notre eau potable, qui est une des meilleures au Québec, comme vous le savez, puis ça fait vraiment notre fierté d'avoir une eau de très grande qualité à l'intérieur, mais ça ne se fait pas tout seul, ça se fait à différents traitements, notamment avec un générateur d'ozone à l'usine d'eau potable Amel. Sur la même page, on dit qu'on a des surplus, naturellement. C'est lié majoritairement, là, on parlait d'environ 7 millions, là, majoritairement au niveau des économies salariales puis des revenus d'assurance puis des engagements reportés en 2026 là, pour des programmes de subventions non reconduits. Puis comme je mentionnais aussi sur le PowerPoint, là, sur l'acétate que vous avez devant les yeux, c'est qu'en 2024, là, je fais un petit rappel en arrière, mais on voulait, parce qu'on n'a pas les chiffres plus récents, mais l'endettement par habitant était de 16 moins élevé pour les citoyens de Victoriaville que les cités régionales du même type que Victoriaville. Donc, l'endettement total net à long terme pour la municipalité, c'était 125 millions. Fait que quand on se compare, là, on dit des fois qu'on paye cher, tout ça, mais quand on se compare, sachez que l'endettement est beaucoup moins élevé là, pour la ville de Victoriaville, 16 moins élevé que la moyenne des cités régionales qui sont comparables à notre municipalité. Maintenant, sur la dernière acétate, vous avez encore une fois des faits saillants. Puis le financement que je parlais tantôt, 48 des investissements à partir de subventions gouvernementales, soit la plus grande proportion depuis 2021 là, qu'on a réalisé en 2025. Moi, je l'avais mentionné tantôt, mais vous l'avez devant les yeux. Puis finalement, avec les différents projets aussi, entre autres l'aménagement d'une piste cyclable sur Jutra-Ouest là, qui a été parachevée au cours de l'été passé, dont on va entamer la phase 2 bientôt, suite à des consultations qu'on a tenues récemment.
On a acheté aussi une autopompe, un camion-citerne, puis une pelle hydraulique sur roue. On a isolé le pavillon Jean Béliveau à l'intérieur de notre enveloppe. On a converti aussi l'éclairage puis le remplacement des bandes au niveau du Colisée des Jardins, puis la réfrigération aussi. Les bandes, c'est pour les rendre selon les standards de la Ligue junior majeure, là, les rendre flexibles. Ça, c'est maintenant un must là, pour la Ligue. Question de sécurité. Puis finalement, bien, comme vous le savez probablement tous et toutes, l'achat de l'église Notre-Dame de l'Assomption en vue de la construction de 84 logements sociaux et abordables via notre entité qui s'appelle Innov Habitat, qui est en voie de construction actuellement, puis on espère, dans le fond, bientôt pouvoir loger des gens à modeste revenu. Voilà pour les faits saillants. Je ne sais pas, mes collègues, si vous vouliez ajouter des choses par rapport à notre rapport, particulièrement les anciens qui étaient là l'année passée sur 2025. Ça va-tu? Good. Fait que voilà. Donc, je rappelle que ce document-là, selon la loi des cités et villes, doit être Diffusé. Diffusé, merci. Je cherchais le mot. Puis aussi approuvé, naturellement, séance tenante ce soir. On va y revenir tantôt. Fait que voilà. Fait que si on peut revenir maintenant à notre ordre du jour plus conventionnel, une fois ça fait, à moins qu'il y ait des... Non, des questions, on les garde pour la fin, Mme la greffière, je suppose. Oui. Parfait. Donc, on va revenir à notre ordre du jour régulier. Avec les propos du maire étant faits, il faudrait adopter l'ordre du jour. Ça me prendrait... à moins qu'il y ait des choses nouvelles à ajouter. Il n'y a aucun ajout. Arrêtez donc, vous. Il n'y en a aucun. Bon, c'est un jour de première. 1er juin, peut-être. C'est rare. Donc, on va l'adopter tel quel. Donc, je prendrai un proposeur. Yannick Fréchette propose et Jean-François Lépine va seconder. Merci beaucoup. Maintenant, au niveau des procès-verbaux des séances tenues les 4 et 19 mai 2026 et de procès-verbal de correction, ça me prendrait aussi un vote là-dessus. Si je regarde du côté droit, Yannick Poisson et Olivier Bergeron, on va seconder la chose. Maintenant, au niveau des points d'administration, on a un dossier qui m'est cher, et cher aussi, je suppose, naturellement, à quelques élus ici qui sont en mode de projet pilote. Et la coordonnatrice du projet, Caroline Pilon, c'est le point 5.1, la création de comités de quartier dans 3 districts de la municipalité. Donc, il s'agit de créer des comités de quartier pour les districts Parc de l'Amitié, Parc Victoria et Arthabasca-Ouest. Il est également résolu de nommer les membres apparaissant sur la liste déposée en annexe et d'autoriser les élus responsables des comités à pourvoir à tout poste vacant si nécessaire. Donc, ça me prendrait un proposeur pour ça. Monsieur Comtois, je vous salue. Daniel et Christian Arraes va seconder. Après ça, au niveau des dépôts des rapports maintenant, dépôt des rapports financiers au 5.2.1, pour situer correctement les gens, c'est qu'on dépose le rapport financier consolidé du vérificateur externe et de la trésorerie pour l'exercice financier terminé le 31-2025, que je viens, dans le fond, de faire un petit résumé. C'est un dépôt. Ce rapport va être diffusé, comme Mme la greffière disait, là, sur le site Internet de la municipalité. C'est quand déjà? C'est ce soir après la séance, je pense? Je ne pourrais pas dire précisément, là, mais ça va être très rapidement. Très rapidement, merci. Il est déjà en ligne? Ah, bon, merci. Merci pour l'information. Fait que vous pouvez aller le jeter d'ores et déjà. Maintenant, toujours au niveau des dépôts, point 5.2.2, dépôt de la liste des mouvements de personnel. Donc, à chaque mois, la liste est concernant les embauches et les changements de poste au cours du dernier mois est déposée. Maintenant, au niveau des proclamations, on a une série de proclamations, dont une fort intéressante qui origine de notre groupe, notre conseil de l'ordre victorien. On veut proclamer les récipiendaires des différentes reconnaissances des éditions 2025 et 2026 de l'ordre victorien. On a eu une rencontre là-dessus, c'est 2 semaines, si ma mémoire est bonne, où on a honoré l'ensemble des gens qui font la renommée et surtout la fierté de la ville de Victoriaville. Donc, pour 2025, on a pris un petit peu de retard. Fait que là, on se reprend ce soir. On fait 2025, 2026 en même temps. Fait que pour 2025, comme Caroline Pilon était sur le comité qui voyait, dans le fond, à l'organisation de cette belle soirée-là, je laisserai le soin peut-être de mentionner les récipiendaires, puis aussi d'assurer la proclamation. Lors de la dernière édition, je vais faire la nomenclature de nos récipiendaires de 2025, puis ensuite, je vais passer la parole à mon collègue
Christian Reyes, qui maintenant prend ma place sur ce comité-là. Alors, pour 2025, attendu que les récipiendaires de la catégorie citoyen et citoyenne de l'année de l'édition 2025 sont Samuel Fecteau, Joé Gagné, Michel Levasseur, Charles Moreau et Guillaume Ouellette. Attendu que le récipiendaire de la catégorie Victoria Villois inspirant et Victoria Villoise inspirante de l'édition 2025 est M. Gilbert Perrault. Et attendu que les récipiendaires de l'Ordre victorien de l'édition 2025 sont la télévision communautaire des Bois-Francs, le restaurant populaire Pierre Roux, Karine Dupuis et Jérôme Tardy. Attendu que les récipiendaires de la catégorie citoyen et citoyenne... Ah, excusez, là, j'ai triché, hein? J'ai dépassé ma ligne, hein? J'étais partie sur une bonne aire d'aller. Arrêtez-moi, parce que j'arrêterai pas. Christian, je te laisse continuer pour l'année 2026. Merci, Caroline. Alors, attendu que les récipiendaires de la catégorie citoyen-citoyenne de l'année de l'édition 2026 sont Anne-Marie Olivier, Samuel Parent, Claude Pinard, Dany Racine et le club de soccer Optimum U15 féminin. Attendu que les récipiendaires de la catégorie Victoria Villois inspirant Victoria Villoise inspirante de l'édition 2026 est Serge Giguère. Attendu que les récipiendaires de l'Ordre victorien de l'édition 2026 sont le support, Nathalie Roussel et Alain Reyes. En conséquence, il est attendu que la Ville de Victoriaville proclame les récipiendaires nommés par le Conseil de l'Ordre victorien et soulignés lors des soirées de reconnaissance étant tenues les 21 mai 2025 et 20 mai 2026. Donc, je comprends que vous proposez et vous secondez. Ouais. Puis, peut-être un petit mot de remerciement au président de l'Ordre victorien, Claude Raymond, qui met beaucoup de son temps dans ce beau projet qui est la reconnaissance des gens qui ont eu un impact à Victoriaville. Donc, merci à Claude Raymond. Voilà, le message est maintenant passé. Mais oui, effectivement, merci, M. Raymond, pour toutes ces années d'implication. Toujours dans le domaine des proclamations, on avait la proclamation pour la Semaine québécoise des personnes handicapées, dont Chantal va nous faire état. Chantal Moreau. Merci, Monsieur le maire. Alors, attendu la proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se tiendra du 1er au 7 juin 2026, et qu'au Québec, 16 % de la population a une incapacité significative la rendant susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les jours, que la Semaine québécoise des personnes handicapées vise à appeler l'ensemble de la population à faire preuve de solidarité pour faire en sorte que les personnes handicapées et leurs familles soient informées et bénéficient du soutien requis, que la municipalité du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les composent peuvent poser des gestes en ce sens. En conséquence, nous proclamons la semaine du 1er au 7 juin 2026, la Semaine québécoise des personnes handicapées, et nous invitons la population à s'impliquer. Merci, Chantal. Donc, Chantal propose naturellement la chose. Puis, bon, tiens, Jean-François, ça me prenait un second-là. Jean-François. Proclamation aussi au point 533 sur la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées 2026. Et c'est Jean-François, justement, qui va la faire. Merci, Monsieur le maire. Attendu la proclamation de la Journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes aînées le 15 juin 2026, que le 15 juin est la Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées désignée par les Nations unies en 2006, qu'un rapport de l'Institut de la statistique du Québec révélait en 2019 que la maltraitance toucherait de 4 à 7 % des personnes âgées vivant à domicile et qu'il est donc important d'agir collectivement pour prévenir et contrer tous les types de maltraitance envers les aînés, que la Ville de Victoriaville s'est dotée d'une politique des aînés et a obtenu l'accréditation Municipalité Amie des aînés, MADA, en 2012, que la Ville de Victoriaville œuvre à ce que ses politiques, ses services et ses structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux soient conçus pour soutenir les aînés et les aider à vieillir en restant actifs, que, par sa reconnaissance MADA, la Ville de Victoriaville entend mettre un frein à l'âgisme, favoriser la participation des aînés et s'appuyer sur la concertation
et la mobilisation de toute la communauté, que la Ville de Victoriaville soutient et œuvre pour le bien-être, la sécurité et le mieux vivre ensemble de chaque citoyen, notamment les plus vulnérables. En conséquence, nous proclamons le 15 juin 2026 comme étant la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes aînées et de souligner cette journée à cet effet. Merci pour la proposition, la proclamation. Jean-François, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut appuyer le collègue? Mariska Labarre, merci. Merci beaucoup. Une petite dernière maintenant pour la Journée mondiale du réfugié 2026. C'est pas un hasard, en fait, mais ça va être Yannick Fréchette, parce qu'on suit la séquence à ma gauche. Ben oui, avec grand plaisir. Entendu la proclamation de la Journée mondiale du réfugié qui se tiendra le 20 juin 2026, qui rend hommage aux réfugiés à travers le monde, mettant en lumière les droits, les besoins et les rêves des réfugiés. Il contribue à sensibiliser la classe politique et à mobiliser des ressources pour que les réfugiés puissent non seulement survivre, mais aussi s'épanouir. Un rapport du Haut-Commissaire de l'ONU pour les réfugiés, sous l'acronyme HCR, publié en 2019, révèle que le monde comptait un nombre record de 70,8 millions de déracinés ayant fui des guerres ou des persécutions et qu'il s'agissait d'un niveau jamais atteint depuis la création du HCR il y a 70 ans. Depuis ce rapport, les conflits armés, les catastrophes climatiques et le contexte géopolitique mondial nous fait qu'aggraver la situation. Depuis les années 90, la ville de Victoriaville est l'une des 14 villes d'accueil des personnes réfugiées prises en charge par l'État au Québec. La ville de Victoriaville co-préside le comité en immigration de Victoriaville et sa région. Et je crois que Christian Reyes est sur le comité. Oui. Ouais. Donc, Christian qui siège sur le comité. La Ville de Victoriaville soutient, œuvre pour le bien-être, la sécurité et le mieux vivre ensemble de chaque citoyen, notamment les plus vulnérables. Nous proclamons la Journée mondiale du réfugié le 20 juin 2026 et de souligner cette journée à cet effet. Merci Yannick. Donc, ça me prendrait... Daniel Comtois va appuyer son collègue dans cette proclamation. Merci beaucoup. On en serait rendu à l'ordre du jour au point 6.1, les comptes à payer, et plus particulièrement 6.1.1, sur la liste des paiements totalisant 9 69 102,27 sous. Ça me prendrait un vote là-dessus. Olivier Bergeron, merci beaucoup. Et j'avais Mariska, je pense, qui appuyait. Merci. Trésorerie, il faut autoriser... c'est une autorisation d'effectuer, et d'affecter ou de libérer des dépenses à être financées par les activités de fonctionnement, l'excédent de fonctionnement, les revenus de transfert et les emprunts de la municipalité. Donc, il s'agit d'un ajustement pour le projet de reconstruction de la rue Victoria et Marchand et pour le projet du 33 Notre-Dame-Est. J'ai Chantal Moreau qui va proposer la chose et Jean-François Lépine, seconde. 6.2.2, maintenant, dépenses à financer à même le fonds de roulement. Donc, il s'agit de la dépense pour les orodateurs dans le stationnement Saint-Louis pour 15 000 Olivier Bergeron et Mariska Labarre, secondé. 6.2.3, rajustement des emprunts du fonds de roulement de la Ville. Donc, il s'agit d'autoriser à effectuer l'ajustement des emprunts du fonds de roulement autorisé au cours des années 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025 selon les dépenses réellement effectuées. Ce que je propose. Daniel Comtois propose et j'ai Christian Reyes qui va seconder. Merci. Au niveau maintenant du point 6.2.4, on a une libération des soldes disponibles des projets d'immobilisation et des projets PQI, PQI voulant dire Plan quinquennal d'investissement, qui sont terminés en 2025 et financés par les activités de fonctionnement ou les excédents de fonctionnement. Donc, il s'agit d'autoriser à fermer les projets d'immobilisation et les projets de PQI, à ajuster les crédits budgétaires en fonction des dépenses réellement effectuées et à transférer les économies générées aux activités de fonctionnement 2025 et aux excédents de fonctionnement. Mariska Labarre propose et Olivier Bergeron va seconder. 6.2.5, maintenant, annulation de plusieurs soldes résiduaires de règlement d'emprunt. Donc, la Ville de Victoriaville a entièrement réalisé l'objet des règlements d'emprunt dont la liste apparaît à l'annexe conformément à ce qui était prévu.
Une partie du montant de l'emprunt de ces règlements a été financée de façon permanente et pour chacun de ces règlements, il subsiste un solde non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, lequel ne peut être utilisé à d'autres fins que ce qui était prévu au règlement d'emprunt. Donc, le financement de ces soldes n'est pas requis et ceux-ci ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère. Donc, il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe afin d'ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt et s'il y a lieu d'y préciser le financement par l'appropriation de subventions ou de sommes provenant du Fonds général de la municipalité. Chantal Moreau va proposer et Yannick Fréchette se rend volontaire pour la seconder. 6.2.6, affectation d'une partie de l'excédent de fonctionnement en vue de pourvoir à diverses dépenses. Donc, il s'agit d'affecter un excédent de fonctionnement pour l'exercice au 31 décembre 2025. Donc, les états financiers viennent d'être déposés. Donc, il y a un surplus qui a été généré suite à l'exercice de l'année dernière. Donc, c'est un montant de 3 660 800 $. Parfait. J'ai Alexandre Côté qui va proposer et Olivier Bergeron, seconde. 6.2.7, ajustement des autorisations de dépenser dans les règlements d'emprunt numéro 1281-2019 et 1325-2020. Donc, il s'agit d'autoriser à effectuer l'ajustement des autorisations de dépenser au règlement selon les dépenses réellement effectuées. Yannick Fréchette propose et Christian Raïs, seconde. 6.2.8, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 24 515 000 qui sera réalisé le 22 juin 2026. Donc, pour la liste de règlements d'emprunt prévus à la résolution et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Victoriaville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 24 215 000 $ qui sera réalisé le 22 juin 2026. C'est, pour vous corriger, Mme Lagraffière, c'est 24 515 000. 515 000. Bien, c'est parfait de me corriger. Non, c'est correct. On se le fait mutuellement. On est là pour avancer. Le proposeur, Yannick Poisson, propose et Marie-Scott Labarre va seconder. Au niveau des subventions, maintenant, 6.3.1, demande d'aide financière. On a 3 demandes dans le volet organisme. Oui, donc les demandes sont pour le Club de vélo de montagne des Bois-Francs pour un montant de 2 850. Ça va être un dur soir pour les chiffres. Je sais que c'est pas votre fort, les chiffres. Vous êtes meilleur dans l'aspect juridique, Mme Lagraffière. Le restaurant populaire pour 14 700 $ et la Société Saint-Vincent-de-Paul pour le comité d'aide aux paroissiens Saint-Christophe d'Arthabasca pour 41 050 $. Merci. Jean-François Lépine, il me semble. C'est bon là-dedans. Propose et Chantal Moreau, seconde. 6.3.2, demande d'aide financière, toujours dans le volet événements cette fois-ci. Donc, il s'agit d'une aide pour les fêtes victoriennes pour 9 530 $. Yannick Poisson propose et Olivier Bergeron, seconde. Maintenant, on tombe dans la gestion contractuelle. Donc, le point 7.1. Travaux de scellement des fissures sur diverses rues de la municipalité pour l'année 2026. Une dure année pour les fissures. Donc, il s'agit d'accepter la plus basse soumission qui est conforme, soit celle de CCLE Entretien routier, au prix unitaire soumis pour un montant total de 78 600 $, taxes non incluses. Chantal Moreau et Daniel Comtois, seconde. 7.2, travaux de nettoyage et d'inspection télévisée des conduites et des regards d'égout pour l'année 2026. Il s'agit d'accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Inspect Vision 3D, au montant de 107 624,50 $, taxes non incluses. Yannick Poisson propose et Olivier Bergeron, seconde. 7.3, travaux de remplacement d'équipements de chauffage et d'amélioration énergétique à l'édifice Robert-Caron, soit le garage municipal. Il s'agit d'accepter la soumission de Thermique Multiservice MGM au montant de 525 037,40 $, taxes non incluses. Ça, c'est un bon exemple en passant de choses qu'on dit qu'on fait financer par le gouvernement du Québec via des mesures de décarbonation. C'est un bon exemple, celui-là, où on va chercher des sous pour réaliser nos beaux projets. 7.4, travaux d'électricité. Oh, j'ai oublié de... Excuse-moi, Jean-François Lépine. Mon petit commentaire, je suis en train d'oublier mes devoirs. Daniel Comtois.
7.3, je reviens, sinon c'est fait. 7.4, travaux d'électricité et d'amélioration énergétique de l'aéroport régional André Fortin de Victoriaville. Donc, il s'agit d'accepter la soumission de Abri-Art au montant de 626 000 taxes non incluses. Alexandre Côté et Mariska Lebord, seconde. 7.5, travaux de décarbonation et d'amélioration énergétique de la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte. Il s'agit d'accepter la soumission de Le Groupe Sévec au montant de 824 639 taxes non incluses. Parfait. Ce que Chantal Moreau propose et Christian Reyes, seconde. 7.6, acquisition d'un mini-chargeur sur roue pour les besoins du service des travaux publics. Il s'agit d'accepter la soumission de Bojack Équipement au montant de 84 000 taxes non incluses. Je pense que j'ai Alexandre Côté qui voudrait proposer ça et j'ai Mariska Labarre qui va seconder. 7.6, annulation de l'appel d'offres concernant l'acquisition d'un tracteur polyvalent 4 saisons, incluant les accessoires. Donc, attendu que la seule soumission reçue dépasse largement le budget alloué, attendu que les besoins de la Ville devront être revus concernant cette acquisition, il y a lieu de rejeter la soumission reçue et d'annuler le dit appel d'offres. Chantal Moreau propose et... Christian Reyes, tiens. Seconde. Au niveau des règlements généraux, maintenant, on a au point 9.1 l'adoption du règlement numéro 1643-2026 qui vise à modifier le règlement numéro 1258-2018 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser des dépenses et d'accorder des contrats en conséquence. Donc, il s'agit d'une modification visant à permettre à la trésorière de signer des ententes d'agents percepteurs selon la forme présentée en annexe, de déléguer le pouvoir de disposition de biens de la municipalité aux fonctionnaires et de modifier la délégation de pouvoir de financement d'Innov Habitat Victo pour 90 logements maximum seulement lors de projets d'acquisition. Je sens que j'ai Olivier qui propose la chose et Mariska Labarre va seconder. Maintenant, au niveau de l'urbanisme, on va y aller avec les dérogations mineures. On a quelques-unes qu'on va voter en bloc comme à l'accoutumée. Oui, donc est-ce qu'il y a des gens qui sont présents concernant les dérogations mineures dans la salle? Oui, donc 2 personnes. Pour le 49A rue Perrault, non. Je vais les faire au fur et à mesure dans ce cas-là. Donc, le 49A rue Perrault, il s'agit de permettre qu'une allée de circulation dont l'angle des cases de stationnement est de 90 degrés et ait une largeur de 3,40 mètres et qu'un accès véhiculaire double ait une largeur de 3,4 mètres. Pour le 119 rue Valère, non. Donc, ça vise à permettre qu'une remise soit située à une distance de 1,25 mètres d'une ligne avant de terrain et que le garage ait une superficie équivalente à 76 de la superficie du bâtiment principal. Pour le 475 rue Notre-Dame-Est, c'est pour permettre qu'une aire de stationnement comporte 370 cases de stationnement et ne rencontre pas le ratio exigé de 1 case par 60 mètres carrés de superficie de plancher. Pour le 19 rue Éric. Oui, est-ce que vous avez des commentaires à formuler? Avec le système, c'est juste à savoir la procédure. Ben, en fait, oui, on a reçu les informations. Le comité consultatif d'urbanisme en a pris acte dans sa recommandation. Donc, il n'y a pas de décision ce soir? Non, on va décider ce soir, oui. Qu'il va y avoir une analyse dessus? Sur le dossier? Non, on va procéder parce que tout était conforme selon notre point de vue. Donc, l'objection est refusée? Oui, effectivement. Ben, c'est pas que c'est refusé. En fait, on a pris considération des éléments que vous nous avez apportés. Okay. On les a regardés au niveau, comme je dis, du comité consultatif d'urbanisme. Ils ont fait les recommandations. Puis nous, ce soir, on procède selon les recommandations. Ma recommandation? Non, celle du comité d'urbanisme. OK. C'est quoi? Donc, ça vise à permettre que le bâtiment principal soit implanté à une distance de 5,5 mètres de la ligne avant de terrain, que la distance entre les accès véhiculaires soit de 1,25 mètres, qu'une aire de stationnement soit implantée en cour avant, devant une partie du bâtiment principal qui n'est pas située en retrait d'au moins 2 mètres par rapport à la façade principale, que le bâtiment accessoire, donc le garage détaché, soit implanté à une distance de 3 mètres de la ligne avant et que le bâtiment accessoire, le garage détaché, soit implanté en cour avant. Donc,
peux me permettre? Oui. Il va vouloir aller au micro, par contre. Ouais. Peut-être juste vous nommer, monsieur, Serge Grenier. monsieur Grenier. Oui. Donc, ce que le comité a jugé, c'est que d'avoir une propriété à 2,5 fois devant une autre résidence, c'est correct, même si la trame de la rue est linéaire avec notre propriété. Bien, vous savez, vous avez vu un peu le terrain, comment il est lotissé. On a 3 rues qui sont, dans le fond, qui bordent le terrain. Il y a un cours d'eau aussi à l'intérieur qui traverse aussi le terrain en question avec un dégagement nécessaire de 10 mètres chacun des 2 côtés. Oui. Ça présuppose que c'est un terrain qui est très difficile à bâtir, dans le sens qu'il y a beaucoup de contraintes. Je pense qu'à l'intérieur de ce dossier-là, nous, vous savez, les terrains, on n'en a plus beaucoup à Victoriaville. On vise à densifier le maximum possible nos espaces. Dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de magie, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on pouvait faire. Les aménagements qui ont été proposés sont vraiment, ils ont été beaucoup aidés là, par les gens aussi qui sont à l'intérieur de la municipalité pour voir qu'est-ce qui pourrait être les situations les moins dommageables, entre guillemets, là, en fonction de votre point de vue, puis en fonction de ce que vous avez déposé aussi comme information, qui est tout à fait pertinente pour notre préconsidération. Mais maintenant, nous, il faut trancher, il faut décider. Puis je pense que pour le bénéfice, là, comme je disais tantôt, de la densification de notre territoire, puis pour le bien-être aussi du citoyen qui présente une demande, bien, on n'avait pas le choix. Puis il faut vraiment l'accepter ce soir parce que le préjudice au propriétaire il est vraiment grave là, actuellement si on ne donne pas suite. Là. Donc, il faut y aller de l'avant. Je ne sais pas, mes collègues qui sont sur le comité d'urbanisme voulaient ajouter des choses, Yannick ou Olivier. C'est juste une dérogation mineure qui est demandée ici. Puis, un des principaux principes d'une dérogation mineure, c'est de s'assurer que la décision ne causera pas... Si ça ne cause pas préjudice à celui qui construit, on ne l'acceptera pas. Mais dans ce cas-ci, considérant un peu ce que monsieur le maire a donné comme information, la présence du cours d'eau, le dégagement qu'il faut qu'il y ait de 10 mètres, il faut qu'il y ait sur chaque côté du cours d'eau, ça devenait quasiment impossible de construire sur ce terrain-là si on n'autorisait pas la dérogation. Et dans ce cas-ci, le préjudice était trop grand si on ne l'autorisait pas. Et puis, on considère que le projet, c'est pas parfait, là, mais il est quand même très acceptable là, dans la situation actuelle. OK. Donc, c'est impossible de bâtir un bâtiment, de construire un bâtiment de dimensions différentes ou de formes différentes qui peut s'ajuster au terrain. Donc, il y a plein d'hypothèses, je pense, qui auraient permis un entre-deux qui serait logique aussi bien pour la ville, pour le promoteur ou acceptable pour nous, qui fait depuis 50 ans qu'on est là, 48 ans en fait, là, et plus. Donc, je pense que pour ce bâtiment-là, je peux accorder que c'est très serré, mais pour un autre bâtiment de valeur similaire qui rapporterait les mêmes revenus à la ville, mais je pense que c'est possible d'installer un bâtiment qui n'a pas 1200 pieds arrondis, 1200 pieds carrés. S'il y en avait 1000 pieds carrés, possiblement que là, le retrait pourrait s'effectuer. Puis c'est ce que j'ai essayé de démontrer dans les notes que j'ai présentées. Là, je vais me retrouver avec un mur d'un bâtiment de 2 étages dans un terrain boisé qu'on a choisi il y a 48 ans, en étant conscient qu'il se construirait éventuellement quelque chose, sans savoir la dimension, les intérêts de la personne qui va projeter quelque chose là. Mais je pense, moi, qu'il y a des résidences, même dans la rue Éric, qui sont plus petites que ça, qui ont leur place sur les terrains. Je peux comprendre que ce projet-là est peut-être pas faisable, mais je suis quand même conscient et convaincu qu'un projet différent peut s'ajuster sur cette propriété-là, sur ce terrain-là. Ça, j'en suis convaincu. Devant moi, là, la carte, puis honnêtement, justement, avec le 10 mètres de bande riveraine qu'il faut garder des 2 côtés du petit ruisseau, là, vous pensez qu'il y aurait possibilité de, mais en tout cas, moi, c'est sûr que je ne suis pas architecte, là, mais
même la seule autre lisière du terrain qui est constructible, là, où se situe le garage, là, il n'y aurait pas assez de profondeur pour permettre la maison dans sa taille actuelle, là. Puis même si ça serait aménagé d'une autre manière, là, ce serait à, tu sais, là, on dit que c'était à quoi, 5 mètres et quelques, là. Ouais, 5,5 au lieu de 7. Tu sais, là, on serait-tu à 2? On serait à 3 mètres, là, sur l'autre façade de rue où est-ce qu'il serait possible de construire, là. Fait que, non, il n'y a pas vraiment d'autres aménagements. Puis il faut aussi respecter un certain nombre de pieds carrés pour un bâtiment, puis les distances pour les puits, etc. Donc, c'était pas mal ça où le projet voyait pas le jour, là. Ce projet-là ne voyait pas le jour. Ben, Un autre, n'importe un quel autre projet, projet, un autre là, projet tu est sais. possible, là. C'est pas toutes les... D'une grandeur raisonnable. On parle d'une maison d'une grandeur moyenne, environ, grosso modo, 30. Ceux qui sont bons en pied, là, 30 par 35. Là, c'est une grandeur bien standard, avec le garage même pas attaché. Fait que c'est pas un projet qui est flamboyant. Là. C'est vraiment... Nous, on considère que c'était raisonnable. Puis, on parle d'une différence de peu près 4 pieds et demi par rapport à ce qui est permis actuellement. Il y a 2 mètres de différence, si je ne fais pas erreur. 7,5 à 5,5. C'est 2. C'est un 6 pieds. C'est 2 mètres ou 6 pieds 6 et demi. Fait que, mais ça, pour vous dire, là, même l'aménagement dans la cour arrière là, doit être... La géométrie varie là, pour permettre le 10 mètres. Là. On est à côté sur la ligne de la bande riveraine. Là. Fait qu'on pourrait même pas le reculer plus que ça, ou bien sinon tu ferais des maisons en triangle, puis je suis pas sûr que le code... en tout cas... le pro-format de la maison, ça, c'est discutable, là. Si on soumet ça à un architecte, puis qu'on lui dit, mais regarde, il faut qu'il rentre là-dedans ça, il y a je de pense quoi que faire dans les mêmes dimensions, déjà fait sa job. Là. selon les attentes du demandeur. Ben, selon Il ce reste qui est que possible moi- de faire aussi. Selon les besoins aussi. Ouais, selon les besoins. Les besoins de l'acheteur ou les besoins du propriétaire. Oui, On peut pas c'est- décider un projet est toujours en équivalence de la demande du demandeur ou de celui qui va vouloir l'acheter. Mais il reste que, moi, ce que je trouve, c'est qu'après autant d'années installées là, j'ai des arbres qui ont 50 pieds de haut et plus. Puis ces arbres-là, je peux presque vous prédire qu'ils vont tomber à quelque part. C'est quoi les motifs que vous évoquez pour ça? Pour ça, c'est que à 5,5 mètres, j'ai un arbre qui est une quinzaine de pouces, 50 pieds d'eau, qui va se faire creuser parce qu'il doit avoir une fondation, j'imagine. Il va se faire creuser les racines à 1,5 mètres. C'est pas compliqué, là. La maison est installée à 1,5 mètres de la ligne. Il faut creuser pour faire des fondations. Puis le terrain qui est là, les racines sont en surface. Les racines ne sont pas profondes sur ces terrains-là. Parce qu'il y a zéro remplissage à ce niveau-là. Ça n'a pas été rempli de 2 pieds, 3 pieds, là. Fait que le premier coup de vent, là, quel bord qui va tomber, je ne peux pas vous le dire, là. Mais c'est les racines, il y a un risque associé à ça. Puis il n'y en a pas seulement qu'un, il y a 4 arbres. Je comprends, mais on n'est pas, tu sais, on n'est pas expert, personne ici dans J'ai ce pas type be- de... Excusez-moi, là, mais pas besoin d'être expert Non, je comprends. pour savoir que si vous coupez les racines qui sont probablement grosses de même, à ça de l'arbre, quand c'est à On comprend 50 que pieds le d'eau, propriétaire va respecter les règles d'usage de la municipalité, ça, il n'y a pas de faute là-dedans. Maintenant, il y a une balance des inconvénients, on en convient. Là. Il y a des inconvénients de votre côté, on le comprend très bien ce soir. Il y en a aussi du côté du promoteur, il faut le comprendre, parce que lui, c'est pas tout à fait ça qu'il voulait avoir comme projet non plus, je le suppose. Mais il y a un terrain à densifier, il y a un terrain à construire qui est celui-là. Il y a beaucoup de contraintes à l'intérieur. J'en suis moi-même un exemple au niveau d'une propriété. Il y a des fois, tu n'as pas le choix de le faire comme ça. Là. Puis je pense que dans ce cas-là, la preuve était faite que vraiment tout avait été regardé d'un bord puis de l'autre pour comment on peut le faire pour le mieux, pour le bénéfice des deux côtés, le vôtre et le sien. Puis je pense que moi, je me fie aux professionnels qui sont sur le comité d'urbanisme, de même que les élus, qui ont tourné ça à tous les bords, tous les côtés pour rendre le tout acceptable pour les deux parties. Maintenant, la décision est prise, puis on va de l'avant. Là. On comprend très bien vos objections. On en a pris compte. On a pris l'information que vous nous avez transmise. Ça a été aussi signifié au comité d'urbanisme.
Maintenant, on est rendu là. Parce que là, il faut comprendre que si on ne prend pas une décision ce soir, il y a des préjudices vraiment importants pour le promoteur. Lui, il faut qu'il donne une réponse vite à certains engagements, puis il faut qu'il aille devant. Là. On n'a pas le choix d'y aller ce soir. Là. Fait que moi, je vais vivre avec un mur, 26 pieds en avant de ma maison, plus que 26, je pense qu'il va être rendu à 32 pieds. 2 étages, 1,5 mètre de la ligne. Puis Ça respecte les règles. Ça, c'est à mon avantage. Hein? L'avantage des deux parties, vous me dites, là? Non, je comprends. Je comprends, mais ça respecte les règles, ça respecte les règlements municipaux. Puis vous le saviez, vous l'aviez dit d'entrée de jeu que vous saviez un jour ou l'autre qu'il y avait quelqu'un qui allait se bâtir. Maintenant, on se bâtit sur un terrain qui n'est pas facile à construire. On l'a étudié pour le mieux de nos connaissances et des informations que vous avez transmises. Maintenant, il faut prendre une décision. On est rendu là. Je comprends très bien votre objection, mais là, il faut aller de l'avant. Puis, comme je dis, le projet respecte les règles. Il y a une dérogation mineure qui est demandée pour le bénéfice, dans le fond, du promoteur, naturellement, pas du promoteur, mais du propriétaire. Mais on sait très bien qu'il y a des inconvénients, là, mais c'est ça, une dérogation mineure. Il faut aller de l'avant. On veut identifier qu'actuellement, on a des terrains, justement, qui sont vacants, puis on a un manque de logement, un manque de propriété. Fait que, tu sais, en même temps, d'un côté, on veut quand même encourager la construction sur un terrain aussi qui est disponible. Puis, tu sais, de mémoire, on a accepté des projets avec plus d'exceptions que ça. C'est pas majeur. On parle de 2 mètres en façade. Tu sais, s'il circulerait de 2 mètres, le monsieur aurait probablement le mur à côté pareil. Là, le mur va être là pareil. Tu sais, je veux dire, c'est juste parce qu'il s'avance un peu plus, mais on a déjà vu des 0,5, des 1 mètre de la ligne, tu sais, dans certains cas, dans les dérogations mineures. Tu sais, puis là, dans ce cas-ci, ben, tu sais, vous aviez un terrain où il n'y avait pas de maison, puis qu'il y avait des arbres, mais à un moment donné, vous l'avez mentionné d'ailleurs au début, qu'il fallait s'attendre à avoir à un moment donné une construction, puis là, la construction est déposée. Fait que, tu sais, il faut retenir, je vais intervenir, c'est pas la marge latérale non plus qui est problématique parce que il est dans ses droits de construire à 1,5 mètre dans tous les cas. Donc, puis la marge latérale, je m'en objecte pas. Non, ben, je voulais juste parce que la distance des arbres, mais là, je comprends aussi, c'est sûr que oui, avec la profondeur. Là. Si vous me permettez, ce que je soulève, c'est que si elle était à 2 mètres plus reculée, il y a 2 éléments à considérer. C'est que l'angle de vision n'est pas la même si c'est là versus là, c'est juste 2 mètres. Là ou là. Ça fait une grosse différence. Et deuxièmement, il y a des arbres de moins d'affectés parce que en même temps, les arbres sont toujours là, mais la propriété serait en recul. Donc, on tombe peut-être à 4-5 mètres de différence. Fait que c'est complètement différent, là. Complètement différent. Puis la dimension de la propriété qu'on m'avait mentionnée, c'était tout près de 1200 pieds carrés de surface. Ce qui donnait un 30 par 40. Arrondi, là, parce que c'est des mailles. Je suis plus familier en pied, là. Excusez mon âge, là, mais c'est ça. Mais... Oui, vous n'êtes pas de ça. je facilite peut-être la tâche de certains en parlant en pied. Mais non, mais c'est carrément, regardez là, c'est carrément inacceptable de ma part. Là. Je peux pas juste dire merci, puis c'est correct, là. On ne s'entendait pas à ça non plus, pour être honnête, là, mais bref, il faut prendre des décisions. Je sais que, comme je disais, il y a une balance d'inconvénients. On a regardé ça. On a regardé ça sur tous les côtés. Là, puis je voudrais bien vous dire d'autres choses, mais... Moi, ce que je pourrais rajouter, ce que je trouve qui est anormal, c'est quand il y a des projets similaires, de ne pas parler aux gens concernés. Puis souvent, il va arriver qu'il va y avoir des ententes qui seront capables de faire l'affaire des deux parties. Puis il aurait pu y avoir des choses qui auraient peut-être pu se parler, modifier, puis que tout le monde aurait été heureux en bout de ligne. Mais c'est fait en catimini pour être certain que, si possible, il n'y aura pas d'objection. Puis non, là, un jugement de valeur, vous suivez la procédure, ouais. Mais les gens qui côtoient, de part ou d'autre, ne sont pas nécessairement rencontrés
soit par le promoteur, soit par la municipalité dans des cas précis, soit... Il y a des choses que... Je suis conscient qu'il y a des dérogations qui sont moins inclusives, si je peux dire, au niveau de l'impact. Mais celle-ci, là... Je pense que vous avez le droit à votre opinion, mais je pense que des jugements de valeur par rapport au travail qui est fait par nos professionnels puis par nos conseillers municipaux, ça, il faut faire attention à ce que vous dites. Et je ne mets pas le jugement des gens qui ont décidé. Non, mais là. vous dites qu'on fait des choses en catimini, c'est pas le cas, pas du tout. Là. Excusez, D'ailleurs, vous êtes là qu'on vous écoute ce soir. Là. excusez le terme, là. Mais Non, mais c'est ça. non, je ne veux pas être impoli, là. Regardez, là, je suis capable d'être bien correct, puis c'est pas le... Non, c'est bien correct, mais c'est juste faire attention à vos propos parce que là, vous commencez à dire qu'on fait des choses en catimini, puis c'est pas le cas. C'est peut-être Tout pas est le bon public. terme. C'est peut-être pas le bon terme que j'ai utilisé. Je m'en excuse. C'est pas... Je veux pas dénigrer personne. Mais la réponse finale, c'est qu'il n'y a rien à faire. Bien, Peu la réponse importe. finale, c'est qu'on a regardé de tout bord, tout côté, je dis, pour l'ensemble, pour le bénéfice des deux parties, là, autant la personne qui veut construire sur le terrain en question que le vôtre. On a pris en considération les éléments que vous nous avez apportés. Ça a été apporté au niveau du comité consultatif d'urbanisme pour analyse. Et on prend en considération ce que vous apportez comme éléments, à moins que vous n'ayez d'autres ce soir que vous nous apportez qui sont nouveaux. Ça, naturellement, on les a pas pris en considération, mais ce que vous avez transmis comme information, on le prend en considération. Maintenant, il faut prendre une décision sur un terrain qui, justement, n'est pas évident à construire. Si on ne va pas dans le sens du demandeur, du requérant, il n'aura pas de construction. Puis pour nous autres, ce n'est pas acceptable dans un contexte d'équité, puis un contexte surtout de qu'on veut, comme mon collègue Alexandre le mentionnait tantôt, on veut densifier le maximum le territoire, parce qu'actuellement, je ne sais pas si vous savez, mais des terrains desservis, il n'y en a pas tant que ça, puis on est en recherche, là. Fait que si on veut... Puis il faut favoriser l'accès à la propriété aussi, il ne faut pas oublier ça, là, qui est un enjeu important là, actuellement pour notre municipalité. Fait que je ne peux pas dire d'autre chose que ça, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter, chers collègues, mais je pense qu'on a fait le tour de la question. Maintenant, il faut décider. Je comprends que vous n'êtes pas heureux de ça, mais nous, on le fait pour le meilleur des deux parties. OK. Puis l'attrait de la propriété par rapport au visuel à côté, ça n'a pas d'importance. Ça a de l'importance, mais ça respecte les règles pour ce qu'on... Ça respecte une dérogation possible. Ah oui, naturellement, là, c'est sûr. Là. Donc, pas la base. Non, je comprends, mais je pense qu'on vous l'a expliqué abondamment. Là. On pourrait en reparler jusqu'à minuit ce soir, mais je ne pense pas qu'on avance bien. Là. Je pense qu'on a fait le tour. Fait qu'il faut que vous acceptiez notre décision maintenant. Là. Parfait. Merci. Merci, monsieur. Pardon? Vous proposez, Alexandre? Parfait. Et juste que j'ai un secondaire. Merci. Je ne sais pas si on avait d'autres. Il y en a on un avait autre d'autres, excusez. pour le On 11 semblait. rue Le Duc. Il en reste un. Oui. Oui, c'est sûr. Oui. Vous devez vous avancer. De 0 mètre qui a été demandée. Oui. Je veux savoir si la headset est enlevée, est-ce qu'il peut en reposer un autre? Parce que là, présentement, on l'a enlevé. Mais le nouveau propriétaire peut se mettre un autre là, vu qu'il y a une dérogation qui aura le droit? Bonne question. Juste pour faire un rappel là-dessus. Pour régulariser la titre qui était déjà existante sur la ville. Oui, c'est ça. Fait que ça veut dire qu'il garde son acquis, là? Si on autorise le... Ça, c'est de votre terrain à vous, là? Non, c'est le terrain de mon voisin. OK, lui, Moi, il y a net 7. la haie va jusqu'au chemin, puis je vois pas, moi. OK. Puis cet hiver, j'ai failli ramasser à Charrue. Il a failli me ramasser. OK, OK. Fait que là, la haie de cèdre est enlevée. Là, il y a eu un dilemme, là, ils ont enlevé la haie. Mais le nouveau propriétaire qui vient de s'installer, là, ça fait une semaine, est-ce que lui, il a le droit de remettre une haie aussi près de la rue, vu OK. qu'il va y avoir une dérogation qui est demandée? Ben, normalement, il devrait être obligé de respecter la distance de dégagement. Oui, c'est ça. Il ne pas la remettre, Je pense pas qu'il pourrait la mettre où ce qui était là. Ben, ça Je dépend. voulais savoir si la dérogation est bonne ou est pas bonne. Elle est annulée. Parce que lui, il voulait... Il voulait régulariser, je Régulariser comprends. la situation. Régulariser la situation avec la headset à 0 mètre. Oui. Fait que ça veut dire qu'on autoriserait qu'il soit à 0 mètre. Bon, c'est un nouveau propriétaire, vous dites? Oui, sur une C'est semaine. avant- Mais des Rossuis. mais
Ils l'ont enlevé, l'AXN. Ouais, mais si la Ouais. n'est plus là, je proposerais qu'on le On retourne, le retire. qu'on le retourne à nos services, qu'on le reporte, qu'on le retourne à nos Parce services. qu'en fait, c'est sûrement qu'une dérogation mineure était nécessaire pour l'achat, pour rendre conforme, pour pouvoir faire l'achat. Mais Ouais, le mais nouveau c'est propriétaire plus l'a là. enlevé. C'est ça. Nous autres, c'est pas souhaitable qu'elle... On pourrait reporter une séance extraordinaire Ou le on- 22. Ouais. On pourrait Ou reporter. on enlève la portion cède. Non, mais on va le reporter, on va aller Ouais. vérifier la situation, puis on va Ok. revenir avec une nouvelle proposition. Probablement que ça a échappé. Ouais, ben, c'est une information qu'on n'avait pas. OK. Elle est enlevée, oui? Ouais. Oui, c'est pas venu jusqu'à nous. OK. C'est parce que ça, on n'avait pas cet élément-là. OK. C'est pour ça que là, vous arrivez avec ça, qu'on est on a l'air un peu mêlé. Ouais. Nous, sur le plein, t'es encore là, Nous autres, on la voit. C'est ça, OK. notre plainte est encore là, c'est pour ça. OK. Fait que ça fait quoi? Elle va être Ben, enlevée? ce que mon collègue propose, c'est on va le retourner, avec cet élément-là, on va le retourner au comité de l'urbanisme, puis on Parce que Il y a c'est une autre 3 séance. mètres je pense, de la rue, je pense. Ben, si la SAD n'est plus là, on va demander ce qui se conforme au règlement municipal actuel. Là. OK. OK. C'est ça ce que moi je vais avoir. Parce qu'il y avait aussi un bout d'étude entre les deux lots sur du parc, aussi à l'arrière. OK, Fait oui. qu'on venait aussi rendre conforme. Là. Il y en avait un peu tout le tour. Là. OK. Mais en sachant qu'il n'y a plus sur le bord de la rue. OK. Puis je pense qu'il y a ces eaux sa remise arrière, les eaux tombent trop près de mon terrain. Je sais qu'il y a de quoi là-dessus aussi, là. Mais tasser une remise, c'est pas évident, là. Écoutez, la dérogation, c'est pour l'implantation d'une piscine existante à une distance Ouais. de 0,9 mètres d'une ligne arrière de terrain, que les avant-toits de la remise soient situés à une distance de 0,22 mètres de la ligne arrière de terrain et à une distance de 0,26 mètres de la ligne latérale gauche de terrain, que l'implantation d'un équipement de filtration pour la piscine à une distance de 0 mètre d'une Mais il ligne doit de avoir terrain soit autorisée. Excusez-moi, mais il doit y avoir une erreur sur le côté gauche de la remise. Il n'y a rien sur le côté gauche. Ah ouais. Fait il faut que ça soit à droite. C'est à gauche, c'est son terrain. Fait que je ne sais pas pourquoi ils disent ça, là. OK. Il y a une erreur là-dessus, là. Ben, Écoutez, on va la reporter. on va la reporter. OK? Fait que on va prendre les éléments en considération, puis on va vraiment revalider toutes ces informations-là pour être sûr qu'on va être sur le bon bord. D'accord. Bon, mais je vous remercie. Vous Puis avez bien fait de nous voir. Merci. Ouais. Marc. En bloc, sauf Avec que... le rapport Avec du- le rapport de celle-là. Mm-hmm. Fait que, puis on avait le secondaire, c'était Yannick Poisson. Bon, merci beaucoup. Ça fait le tour de nos dérogations mineures. On en serait rendu au plan d'implantation et d'intégration architecturale, les PIA. Donc, 10.2.1, projet et entrée au plan d'implantation et d'intégration architecturale que voilà, Madame la greffière. Oui, donc pour le 475 rue Notre-Dame-Est pour l'aménagement de terrain, le 40 rue Saint-Philippe pour la construction d'un complexe d'habitation multifamiliale en zone d'intégration patrimoniale, le 18 à 20 B rue Carignan pour la rénovation extérieure et démolition partielle, le 73 à 77 rue Notre-Dame-Est pour la rénovation des galeries et des escaliers, le 52 rue Laurier-Est pour l'ajout d'une fenêtre, le 174 rue Notre-Dame-Est pour le remplacement de 2 enseignes, le 401 et 415 boulevard des Bois-Francs-Sud pour le réaménagement de l'allée de circulation centrale et du stationnement, le 86 rue Carignan pour l'agrandissement de la terrasse arrière, le 14 rue Alfred pour la démolition du bâtiment principal, le 18 à 20 B rue Carignan pour la rénovation extérieure et aménagement d'une terrasse. Est-ce que j'ai un proposeur à ce côté-là? Chantal Moreau propose et Christian Raïs va seconder les projets PIA. Maintenant, 10.3.1 pour les PPC-MOI. On veut adopter un projet de résolution PPC-MOI pour le 2026-11 concernant l'immeuble situé au numéro 27 de la rue Cormier. Donc, il s'agit de l'agrandissement d'un bâtiment principal dont l'implantation est non conforme à la réglementation actuelle. Donc, il existe une condition, soit que le bâtiment principal soit implanté à une distance de 6,5 mètres de la ligne avant de terrain et l'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet de résolution se tiendra le lundi 29 juin 2026 à 17h à l'Hôtel de Ville. Proposeur, Marie Collabard et Alexandre Côté, seconde. Toujours dans les PPC-MOI, on va adopter un second projet de résolution PPC-MOI 2026-09 concernant l'immeuble situé au 30 rue des Anémones.
Donc, il s'agit de l'adoption du projet de résolution l'adoption du projet de résolution a eu lieu le lundi 4 mai 2026. L'Assemblée publique de consultation a eu lieu le lundi 25 mai 2026. Donc, il y a lieu d'adopter sans changement le second projet de résolution. Jean-François Lépine, Daniel Comtois, seconde. 10.3.3, toujours dans les PPC-MOI, on veut adopter une résolution PPC-MOI 2026-10 concernant l'immeuble situé au 660 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, dans ce cas-là, la Ville de Victoriaville met fin à la procédure requise pour le traitement de cette demande, celle-ci étant maintenant devenue sans objet. Alexandre Côté propose et Olivier Bergeron, seconde. Au point 10.4 maintenant, des PPH, les projets particuliers d'habitation, on a 10.4.1, modification au projet de résolution PPH 2025-12 concernant les immeubles situés au numéro 401 et 415 boulevard Boisfranc, des Boisfrancs Sud. Donc, il s'agit d'un projet de construction qui avait déjà été adopté en résolution, mais il y a des modifications au projet qui amènent la nécessité d'une nouvelle résolution. Donc, c'est la construction d'un immeuble de 5 immeubles d'habitation multifamiliales dont le nombre d'unités de logement, l'implantation et l'aménagement des stationnements est non conforme aux dispositions de la réglementation actuelle. Donc, les conditions E et F du PPH 2025-12 sont abrogées. En plus, les conditions suivantes sont ajoutées à ce projet. Donc, une piste multifonctionnelle doit être aménagée avec une bordure la séparant de l'allée de circulation véhiculaire. Donc, une servitude de passage d'une largeur reprenant le tracé et la largeur de la piste multifonctionnelle doit être cédée en faveur de la Ville. La piste doit être construite en béton. Donc, un affichage indiquant l'interdiction d'entrée pour les véhicules doit être installé et être clairement visible à partir de l'accès véhiculaire du boulevard des Bois-Francs-Sud. L'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet se tiendra le lundi 29 juin 2026 à 17h à l'Hôtel de Ville. Yannick Poisson propose et j'ai Olivier Bergeron qui seconde. Juste un instant, il faut que je retrouve mon texte. Maintenant, 10.4.2, adoption du projet de résolution PPH 2026-04 concernant les immeubles situés au numéro 40 de la rue Saint-Philippe et 270 boulevard Jutra-Ouest. Donc, il s'agit d'un projet pour la construction d'un immeuble d'habitation multifamilial dont l'implantation des bâtiments, l'aménagement du terrain et de l'aire de stationnement sont non conformes aux dispositions de la réglementation actuelle. Donc, l'Assemblée publique de consultation pour ce projet se tiendra le lundi 29 juin 2026 à 17h à l'Hôtel de Ville. Proposeur, Christian. Christian propose, Christian Reyes et Chantal Moreau. On va seconder. Au niveau du point 10.4.3, adoption de la résolution PPH 2026-05 concernant l'immeuble situé au numéro 46 de la rue Lavoie Sud. Donc, la construction d'un immeuble multifamilial, le projet vise la construction d'un immeuble multifamilial de 6 unités de logement dont le nombre de logements, l'implantation des bâtiments, l'aménagement de l'aire de stationnement sont non conformes aux dispositions de la réglementation. Donc, attendu que l'adoption de la résolution PPH 2026-05 à la séance ordinaire du lundi 4 mai 2026, attendu l'Assemblée publique de consultation qui a eu lieu le lundi 25 mai 2026, la Ville de Victoriaville adopte sans changement la présente résolution. Alexandre Côté et Olivier Bergeron, seconde. Dans la rubrique maintenant de la Commission de la protection du territoire agricole, plus communément appelée la CPTAQ, on a une demande en 10.5 d'autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole, naturellement, pour l'immeuble situé au numéro 2500 rue Notre-Dame-Ouest. Donc, il s'agit d'approuver la demande d'autorisation et de transmettre la demande à la CPTAQ. Donc, Yannick Fréchette propose et Jean-François Lépine, seconde. 10.5.2, toujours une demande d'autorisation à CTPAQ pour les immeubles situés au numéro 800 et 850 de la route de Grande Ligne. Donc, c'est les mêmes commentaires que pour le sujet précédent. Yannick Poisson propose et Olivier Bergeron, seconde. Au point 10.6, les règlements d'urbanisme 10.6.1, on a un avis de motion à être donné d'un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1261-20-2019 et dépôt du projet de règlement numéro 1648-2026. Donc, il s'agit d'augmenter la zone tampon à 10 mètres pour une partie de la zone commerciale C515. Donc, c'est à côté de la Grande Place des Bois-Francs. Donc Alexandre Côté
donne l'avis de motion. 10.6.2, adoption du projet de règlement de numéro 1648-2026, modifiant le règlement de zonage numéro 1261-2019. Ça va avec le sujet précédent. Donc, l'Assemblée publique de consultation prévue pour ce projet se tiendra le lundi 29 juin à 17h à l'Hôtel de Ville. Est-ce que j'ai un proposeur? Daniel Comtois et Chantal Moreau. Seconde. On en serait rendu au point 11.3 au niveau des événements. 11.3.1, on a une demande de dérogation concernant les heures d'ouverture des kiosques lors de l'exposition agricole de Victoriaville et du festival Hommes forts de Victoriaville qui s'en vient à grands pas. Donc, il s'agit de prendre acte de la demande de la Société d'agriculture des Bois-Francs et de demander au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie d'accorder une dérogation afin que le public soit admis en dehors des heures prévues par la loi, soit jusqu'à 23 heures du 22 au 25 juillet 2026 et jusqu'à 17 heures le 26 juillet 2026 dans le cadre du festival Hommes forts Victoriaville. Yannick Poisson propose et Olivier Bergeron, seconde. Ça nous fait penser que l'été s'en vient. Et les vacances aussi, éventuellement. Fermeture de rue 11.4. J'ai le point 11.4.1 qui se trouve être, dans le fond, la fermeture de rue en vue de la tenue de 3 activités organisées par la Villa Saint-Georges. Donc, il s'agit de décréter la fermeture d'une partie de la rue Saint-Georges entre les rues Turcotte et du Manège les 17 et 18 juin, le 23 juin, ainsi que le 2 et 3 septembre 2026, de 7h à 17h. Est-ce que j'ai un proposeur de ce côté-là? Yannick Fréchette propose et Jean-François Lépine, seconde. 11.4.2, c'est bien là qu'on est rendu. Mon ordi est en train de flancher, fait que je suis en train de sortir mon fil. Là. Je vais manquer de jus. Fermeture de rue dans le cadre d'un événement privé. Donc, il s'agit de décréter la fermeture temporaire d'une partie de la rue de l'Artisan, soit le 10 rue de l'Artisan, le samedi 20 juin 2026, de 11h à 17h. Ah, merci. Vous allez m'aider, madame. Ouais. Ça fait partie des aléas de l'informatique. Est-ce que je me rends? J'ai perdu mon écran en même temps. Oui. Pour me sauver, oui. Ben, il a rouvert. C'est Vous êtes mis correct. en péril. Merci, Mme la greffière. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça a descendu vite. Pour moi, la réunion est trop longue, je ne sais pas. Non, c'est pas vrai. C'est une blague. Proposant secondaire, je les ai manqués. Oui, j'avais Olivier Bergeron qui proposait et Mariska Labarre qui secondait. Maintenant, 11.4.3, fermeture de rue pour les grands spectacles. Donc, il s'agit de décréter la fermeture d'une partie de la rue des Nations entre les rues de l'Olympie et de la Concorde le 23 juin 2026 de 14h à 23h30, ainsi que le 6 septembre 2026 de 14h à 22h dans le cadre de la tenue de ces activités. C'est un proposeur. Yannick Fréchette propose et Chantal Moreau, seconde. 11.4.4, fermeture de la rue pour la fête du Canada. Donc, il s'agit de décréter la fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est dans le cadre des festivités de la Fête du Canada au parc Jean-Béliveau et d'y autoriser la consommation de boissons alcoolisées sur le site et, plus précisément, la fermeture d'une partie de la rue Notre-Dame-Est entre les rues Olivier et Saint-François le 1er juillet 2026 de 14h30 à 22h30. Proposeur. Mariska Labarre propose et Olivier Bergeron, seconde. Toujours dans le domaine des spectacles, fermeture de rue pour quartier en spectacle. Donc, il s'agit de décréter la fermeture de la rue du Tanneur entre les rues du Meunier et Couture le 1er août 2026 de 11h30 à 17h dans le cadre de la tenue de l'activité quartier en spectacle présentée au parc Meunier. Parc Meunier, bon. J'ai Yannick Fréchette propose et Christian Raes, seconde. Merci beaucoup. Maintenant, au niveau des affaires juridiques, au point 12, 12.1, entente à intervenir concernant l'utilisation du pavillon Jean-Béliveau. Donc, la présente entente constitue l'entente cadre entre les parties et a pour objet la détermination des besoins, des responsabilités et des engagements entre les parties. Yannick Poisson propose et Olivier Bergeron, seconde, timidement, mais quand même. Toujours dans la séquence du pavillon Jean-Béliveau, on a aussi au point 12.2 une entente intervenue concernant la visibilité maintenant et la promotion au pavillon Jean-Béliveau. Donc, l'entente vise à convenir des modalités applicables aux droits de publicité, aux affiches et aux espaces publicitaires, ainsi qu'au logo sur la glace au pavillon Jean-Béliveau.
proposeurs Yannick Fréchette et Jean-François Lépine, seconde. Point 12.3, une entente à intervenir concernant l'utilisation du stade Rémy-Déhay. Donc, il s'agit d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le club de baseball Le Cactus de Victoriaville concernant l'utilisation du stade Rémy-Déhay pour les années 2026 à 2030. D'ailleurs, petit message commanditaire, le Cactus a commencé sa saison. Pour les gens qui s'intéressent, à les encourager. Toujours du bon baseball à l'intérieur des enceintes du stade Rémy-Déhay, mais ça me prend un proposeur en attendant pour ça. Donc, Alexandre Côté et Olivier Bergeron, seconde. 12.5, entente à intervenir en vue de l'installation de feux... Ah, excuse-moi. 12.4. Ah ben oui, je l'ai sauté, excuse-moi. 12.4, protocole d'entente concernant la gestion et l'opération des services de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité. Pardon, c'est dur à dire, ça. Vulnérabilité. Voilà. Donc, approuver le protocole d'entente intervenu entre la Ville de Victoriaville et Répi Jeunesse concernant la gestion et l'opération des services de soutien aux personnes en situation de vulnérabilité pour l'année 2026. Proposeur Chantal Moreau et Daniel Comtois, seconde. Là, je m'en reviens à mon 12.5. Entente à intervenir en vue de l'installation de feux piétons à l'intersection des routes 122 du boulevard Pierre-Roux et 161 du boulevard Jutra-Ouest. Une bonne nouvelle pour la sécurisation de nos artères. Donc, il s'agit d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec relative à la mise en place des feux de piétons à l'intersection des routes 122 et 161. J'ai Mariscal Labarre qui propose et Olivier Bergeron, seconde. Parlant du ministère des Transports, juste un petit point d'information. Vous n'êtes pas sans savoir que les feux actuellement au coin de Jutra et du boulevard Pierrot, c'est bien ça? Près de la Grande Place, la SAQ et tout ça. La 116, merci. Actuellement, ça flash, comme on dit. Je veux juste mentionner qu'on est actuellement en processus de signifier ça au ministère des Transports, parce que c'est une route numérotée, donc ça relève du ministère des Transports pour essayer que ça flashouille un peu moins longtemps, parce que c'est un enjeu quand même de circulation important. Donc, sachez qu'on s'en occupe, là, mais que ça relève du ministère des Transports, cette artère-là. Message commentaire étant fait. 12.6, entente à intervenir en vue de l'installation de... Non, ça, c'est celui-là. Entente cadre de la chaîne... Oui, il y en avait une deuxième. Ah non, il y en a une deuxième. C'est la 162. J'avais tellement peur de me tromper ce coup-là que je ne me trompe pas finalement. C'est vrai, effectivement. Entente à intervenir en vue de l'installation de feux piétons à l'intersection des routes 162, boulevard Pierrot, 162, route de la Grande Ligne. Donc, c'est la même chose, sauf que c'est des routes différentes. Exact. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose, Daniel Comtois, et je pense que Christian voulait appuyer aussi. Des fois, les points se ressemblent un peu, fait qu'on est un peu dérouté sans faire de jeu de mots. 12.7, entente cadre de chaire thématique sur la réhabilitation durable des chaussées municipales. Donc, il s'agit d'accepter l'entente à intervenir entre la Ville de Victoriaville et l'École de technologie supérieure relative au contrat de recherche pour la réhabilitation durable des chaussées municipales. Mariska Labarre propose et... Ah, putain, je sens que... Caroline va seconder. 12.8, appui au Centre de services scolaires des Bois-Francs dans le cadre d'une demande d'aide financière pour l'agrandissement de la piscine Édouard Dubord. Donc, il s'agit d'appuyer le dépôt du projet de construction d'un agrandissement du bâtiment de la piscine Édouard Dubord dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air et d'appuyer le Centre de services scolaires des Bois-Francs dans ses démarches auprès du ministère de l'Éducation du Québec concernant sa demande d'aide financière, de confirmer l'intention de la municipalité de participer financièrement et d'assurer notre part des coûts admissibles à ce projet de construction d'un agrandissement du bâtiment de la piscine et de s'engager à conclure une entente de service entre le Centre de services scolaires des Bois-Francs pour le projet de construction d'un agrandissement de bâtiment de la piscine afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population. Proposeur Daniel Comtois et Chantal Moreau. Une seconde. 12.9, appui au cégep de Victoriaville dans le cadre du projet de rénovation et de bonification d'infrastructures au stade Yvon-Paré. Donc, la Ville appuie le projet du cégep de Victoriaville pour son projet de rénovation et de bonification d'infrastructures au stade Yvon-Paré afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide financière du ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air. Il est également convenu de s'engager à conclure une entente de service entre le cégep de Victoriaville avec le cégep de Victoriaville pour son projet de rénovation et de bonification de l'infrastructure afin que ce dernier soit accessible à l'ensemble de la population. Est-ce que j'ai un proposition?
Olivier Bergeron propose et Yannick Poisson seconde. Merci. 12-10, projet d'acte de vente à intervenir concernant l'immeuble situé au numéro 16-22 de la rue Tourigny. Donc, la Ville de Victoriaville accepte de vendre à Billy Gagnon, Jessie Janvier et Solange Sourdif l'immeuble situé au 16-22 rue Tourigny aux conditions énoncées à l'acte. Proposeur Yannick Fréchette et Christian Reyes, seconde. Et finalement, dernier point, l'adoption des règlements généraux de la Société de développement commercial de Victoriaville, la SDC. Donc, il s'agit d'approuver les règlements généraux de la SDC de Victoriaville, et ce, tel que soumis au conseil municipal. Olivier Bergeron propose et Mariska Labase, seconde. Merci. On en serait maintenant rendu au point 14, soit les interventions des membres du conseil. Je ne sais pas, chers collègues, si vous aviez des interventions que vous vouliez. Chez Mariska? La prochaine séance du conseil va être rendue au mois de juillet, mais je voulais inviter les gens à venir le 23 juin, à venir célébrer la fête nationale dès 17h au Parc Terre des Jeunes. Merci. On y sera, c'est sûr et certain, pour célébrer avec les concitoyens. D'autres interventions? Oui, Yannick. En fait, M. le maire, je vais juste prendre quelques instants là, pour parler de la rue Allard. Donc, il y a des actions policières qui se font quand même sur une base assez régulière. Donc, c'est très apprécié des citoyens de cette rue-là, entre autres. Ça voyage quand même beaucoup le parc industriel. Puis dernièrement, là, les gens ont peut-être remarqué qu'il y a un panneau électronique là, c'est un afficheur de vitesse. Donc, il y a un côté rappel pédagogique de la vitesse qu'on veut dans la rue Allard, plus les actions policières qui se font. Donc, on voit quand même des résultats sur le terrain. On le sent. Donc, je remercie la SQ et le comité de transport là, qui sont très sensibles en lien avec cette problématique-là de la rue Allard. Donc, c'est très apprécié. On va parler un petit peu d'économie. Donc, la Jeune Chambre de Victoriaville a eu lieu le Gala Nova, donc 27 mai dernier. Donc, un bel événement qui est organisé par notre Jeune Chambre. Ça met en lumière tous nos entrepreneurs, nos jeunes entrepreneurs. Puis, ça met en lumière aussi nos entrepreneurs, mais au niveau de nos deux MRC, parce qu'il faut comprendre que la Jeune Chambre de commerce, dans le fond, représente au niveau de la MRC de l'Érable, puis de la MRC d'Arthabasca. Puis, moi, je dis tout le temps qu'on est une pépinière ici pour les PME. Donc, s'il y a une place que quelqu'un veut faire ses premiers pas dans le milieu entrepreneurial, c'est bien ici, dans notre région. On les accompagne bien. Il y a un tissu entrepreneurial qui est très solide. Il y a de l'entraide entre les entrepreneurs. Donc, c'est ici que ça se passe au niveau des PME. On est reconnu comme en ayant un bon bassin au niveau des PME. Donc, félicitations à la Jeune Chambre pour leur implication. C'était déjà la 7e édition. Déjà. Donc, j'ai bien hâte de voir la 8e. Merci, Yannick, pour cette intervention. Je voudrais ajouter que, parce qu'on était là ensemble, c'était une très belle soirée, bien organisée, puis c'était beau de voir nos jeunes entrepreneurs là, qui se lèvent, qui prennent le leadership aussi pour aller plus loin. Donc, c'était vraiment c'est une belle réussite. Je dois dire que j'aurais aimé être avec vous, chers collègues, mais j'ai été pris à Québec dans mes affectations au conseil d'administration de la Fédération québécoise des municipalités. Mais l'année prochaine, je compte bien me reprendre, si la date le permet. Bien, M. le maire, ça fait penser que la Ville de Victoriaville a remis un prix, justement. On remettait un prix pour, au niveau le prix coup de cœur. Donc, ça a été les alliés hypothécaires qui ont gagné. Donc, j'ai remis un prix au nom de l'ensemble des collègues pour Stéphanie Bouffard et... Vicky Drouin. Donc, on leur a remis, j'ai remis un prix au nom de l'ensemble du conseil. Bravo et merci d'être le digne représentant avec Chantal du conseil. On en serait maintenant rendu à la période de questions, si je ne m'abuse. Oui. Donc, les consignes d'usage. Oui, donc les questions en ligne. On va débuter Ouais, les on va questions en commencer avec ligne. ça. Donc, nous avons 2 questions. Donc, concernant le point 10.4.2, concernant les immeubles
situé au numéro 40 rue Saint-Philippe et 270 boulevard Jutras. Le projet de résolution PPH 2026-04 ne correspond pas aux immeubles identifiés. Qu'en est-il du projet? Avez-vous, dans votre décision, pris en compte les 75 résidents du quartier qui s'étaient opposés en 2020 à la construction d'immeubles multilogements, alors que la réglementation d'urbanisme n'autorise que 4 unités de logement? Bien, merci, M. Duguay, pour la question. En fait, oui, les terrains cités correspondent au projet, là, c'est une partie de la question, finalement. Puis, sachez que l'allée d'accès qui se retrouve, qui se fera par Jutras, en fait, puis il y a des dérogations mineures là, qui vont être nécessaires aussi sur le lot 270, Jutras Ouest. Donc, les commentaires, effectivement, ont été considérés, dont celui à l'effet de ne pas avoir accès véhiculaire là, donnant sur la rue Saint-Philippe en tant que tel. Fait que c'est ça, essentiellement, la réponse. En fait, ça suit son cours, mais on va vraiment respecter là, les règles d'usage, puis on est vraiment là au fait du projet, puis les terrains cités aussi. Là. Fait que voilà, c'est ça que je voulais vous mentionner là-dessus. Oui, donc c'est une requête de François Duguay. J'avais oublié de le mentionner. Oui, c'est ça. Oui, monsieur. donc... Oui, allez-y, M. Bergeron. Touche un peu les résidents de mon secteur aussi. N'hésitez pas à venir à l'Assemblée publique d'information qui aura lieu justement, comme on a dit tantôt, le 29 juin à 17h ici même. C'est ici, hein? Oui, c'est ici même, à l'Hôtel de Ville, dans cette salle. Donc, on va avoir la chance de discuter de ce projet-là. Oui, bien, merci du rappel. On avait mentionné effectivement tantôt qu'il y avait une soirée d'information là-dessus. Merci, Olivier, de nous le rappeler. Donc, une seconde question pour Jean-Philippe Fréchette. Donc, la rue Notre-Dame-Ouest à la hauteur du Maxime jusqu'à la rue Saint-Augustin et la rue Notre-Dame-Est dans le secteur du Cégep sont toutes les deux dans un état très critique qui commence à poser des dangers de bris sur les véhicules et de blessures pour les motocyclettes et les mobylettes qui sont nombreuses à utiliser ces sections. Oui, bien c'est ça. On voudrait toutes et tous des rues parfaites, lissées au corps d'auto. On peut s'engager dessus, puis il n'y a rien qui bouge. Mais malheureusement, il y a la capacité de payer des citoyens qui, naturellement, qu'il faut prendre en considération. Donc, on voudrait tous les faire d'un coup, mais c'est malheureusement possible. Par contre, pour la rue Notre-Dame, là, dont on fait allusion dans le secteur du Cégep, en fait, près du Cégep, qui, pour être honnête et très transparent, me fait aussi, moi aussi, suer un petit peu. Je pense qu'elle bouge beaucoup, mais naturellement, on ne l'oubliera pas, c'est bien sûr. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet été, il va y avoir des travaux qui vont être faits sur cette portion de rue-là pour faire du gainage de tuyaux, là, qui est une opération, dans le fond, qui vise justement à faire en sorte de colmater nos beaux tuyaux qui sont encore très, très viables, mais il faut donner un petit peu d'amour. On appelle ça de l'entretien préventif. Puis, en même temps, ce qu'il faut savoir aussi à l'intérieur de ce dossier-là, c'est qu'une fois le gainage fait cet été, on va recompacter la rue en question pour la rendre justement plus propice à faire un travail plus en profondeur là, au niveau de la surface d'asphalte. Donc, l'année prochaine, donc en 2026, on va terminer les travaux. Fait que cette portion de rue-là devrait être, si tout va bien, d'ici 2 ans, d'être complétée. Donc, on n'aura plus l'impression de se promener à Kaboul là, sur cette portion de rue-là là, pour à bientôt. En ce qui concerne le segment près du Maxime, une réflexion complète de la rue et des conduites est prévue là, plus tard un peu, prévue selon ce qu'on appelle le PQV. Dans le fond, le programme d'entretien de nos rues. C'est toute une prévision qu'on fait. Ça fait partie du grand ensemble du PQI, le plan quinquennal d'investissement, mais il y a aussi le plan quinquennal de la voirie à l'intérieur du dit PQI. C'est un tronçon là, qui va faire l'objet aussi d'un grand projet, je dirais, plus collectif, plus grand, là, qui est le collecteur de Bigari, qui va être aussi dû pour être changé avant longtemps. Donc, on ne l'oublie pas. C'est un projet qui est prévu éventuellement. Le plus tôt possible, on l'espère. On va avoir des discussions là-dessus bientôt à l'intérieur du conseil municipal pour voir comment on va séquencer le projet à l'intérieur du PQV. Donc, c'est pas optimal, on le sait bien. Là, il y a une réflexion qu'on voudrait plus vite, là, mais on va le faire naturellement le plus rapidement possible en fonction des moyens de la ville. Fait que voilà pour la réponse à M. Fréchette.
Donc, nous allons maintenant passer à la période de questions des personnes présentes. Pour assurer le bon déroulement des échanges et permettre au plus grand nombre de s'exprimer, voici quelques rappels des consignes à respecter. Si vous souhaitez poser une question, merci d'attendre l'appel de votre nom avant de vous présenter au micro. Lorsque vous êtes appelé, vous devez poser votre question de façon claire et concise, puisque la durée de votre intervention est de 3 minutes maximum. À noter que la période de questions dans son ensemble dure 45 minutes. Enfin, nous rappelons que le vouvoiement est nécessaire, le ton doit être courtois et que le langage employé doit être approprié afin que les discussions se déroulent dans un climat d'échange respectueux. Merci de votre collaboration. Donc, il faut juste que j'aille à la bonne page. Monsieur Serge Grenier. Il est parti, M. Grenier. Excusez, Marc Morin. Bonjour, M. le maire, membre du conseil. Bonsoir, M. Morin. Je me présente, Marc Morin, citoyen de Victoriaville et joueur de pickleball. Moi, je suis ici tout d'abord à la suggestion du conseiller Jean-François Lépine qui me disait, puisqu'on a eu des échanges sur un sujet d'intérêt public important pour la population de Victoriaville, le Mont-Tabasca, tout d'abord, je tiens à vous féliciter d'avoir abandonné rapidement le projet de trampoline qui était, comme on dit, assez touché, qui aurait pu mener à une privatisation de la montagne. Donc, félicitations de l'avoir abandonné rapidement. Dans un même temps, M. le maire, vous disiez en décembre qu'il y aurait... Ça laisse entendre qu'il y aurait peut-être une consultation publique sur l'avenir du Mont-Tabasca. C'est un peu voir, vous en êtes où? Est-ce qu'effectivement, il va y avoir une consultation? Actuellement, on travaille sur le projet. Il faut se faire une tête au niveau du conseil. C'est quoi qu'on veut vraiment au niveau? Puis quels sont les besoins prioritaires, tant au bas de la montagne, là, je parle du stationnement de la rue Giroir, puis en montant aussi sur le dessus de la montagne. Il y a des gens qui réfléchissent à ça, naturellement, en ce moment où on se parle. Ce qui est visé, c'est qu'on accumule l'information suite à des projets pilotes qu'on fait, puis aussi à des consultations qu'on fait. Ce pas des consultations publiques, on s'entend, c'est plus des gens du milieu touristique, du monde économique aussi qu'on consulte pour voir quels pourraient être, dans le fond, les meilleures issues possibles, les meilleurs projets possibles pour le Mont-Tabasca. C'est clair que la vocation, je dirais, nature là, de la montagne est quelque chose d'important pour les citoyens. Ça, on se le fait dire. On était en campagne électorale il n'y a pas si longtemps, il y a 7 mois, puis je peux vous parler comme moi, comme maire, mais aussi les collègues qui étaient sur le terrain. On disait, les gens nous disaient souvent, faites attention, on ne veut pas dénaturer la montagne, on veut que ça reste accessible, on veut améliorer même peut-être les sentiers. Ça, c'est des demandes qui sont adressées. Maintenant, il faut voir comment on veut l'adresser nous-mêmes au niveau du conseil. L'horizon qu'on se donne, nous, c'est d'avoir vraiment une idée plus claire, là, possiblement au courant de l'automne prochain, pour statuer sur quel devrait être l'avenir. On a toujours en tête l'amélioration des sentiers. On a en tête aussi voir au niveau du pavillon qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour ajouter. La montagne, c'est sûr que ça, je vous rassure, elle ne sera jamais privatisée. Là, ça demeure un actif important pour la ville de Victoriaville, puis je peux vous dire que ça va demeurer comme ça. Actuellement, la corporation, la CRV, là, est en train de travailler aussi. Elle a des visions, elle propose des choses. On a rencontré le président, pas le président, mais le directeur général, là, pas si longtemps, qui nous a parlé un peu de sa vision. Il n'y a rien d'arrêté pour l'instant, c'est bien évident. On continue à réfléchir, on accumule l'information pour se faire une tête. Idéalement, on va avoir des scénarios, là, comme je disais, au courant de l'automne prochain, mais on vise plus l'année 2027 là, pour voir quelque chose apparaître éventuellement. Il faut comprendre qu'il y a tout un processus aussi. Si jamais on décide d'aller en appel d'offres pour un projet, peu importe lequel, ça prend un peu de temps, ça prend un temps de préparation. Donc, on vise plus probablement la fin 2027 ou à peu près là, pour ça, peut-être même un peu plus tard aussi. Là. Donc, ce qu'on entend, les intervenants sont consultés, mais il n'y aura pas de
présentation publique? Bien, si on le juge à propos, oui, s'il y a des décisions à prendre qui sont vraiment fondamentales pour reprendre le terme d'une personne qui était dans la salle tantôt, quand c'est un projet quand même majeur, si on juge que, oui, effectivement, il y a des conditions qui font en sorte qu'on doit consulter les gens, oui, peut-être qu'on va y aller. On n'est pas rendu là, par contre, M. Morin, pour l'instant. OK. J'ai d'autres questions. Est-ce que je vais m'asseoir et je reviens? Moi, je n'ai pas d'objection. C'est pas moi le... C'est pas dans les... Ça va, là. Ouais. Il reste encore du temps. Bon, bien, c'est un sujet d'actualité qui est dans le Journal de Montréal ce matin, ceux qui l'ont parcouru, des réseaux illégaux au centre-ville de Montréal, là, au niveau de Airbnb. Fait que ma question est la suivante. Est-ce que le conseil municipal de Victoriaville a un portrait des statistiques de logements Airbnb à Victoriaville? Parce qu'on parle de densité de territoire, de manque de logements. Puis c'est sûr qu'on ne pourra pas se comparer à Montréal. C'est un fléau, là, Montréal. Évidemment, c'est une ville touristique internationale. Mais quand même, est-ce que Victoriaville a un portrait de statistique? Est-ce qu'elle va s'en donner un? Est-ce qu'elle va le rendre public? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse, pour être honnête. Non, je ne m'attendais pas à une réponse. On comprend aussi que c'est sûr que les statistiques touristiques de Montréal sont un peu plus importantes que les nôtres. Mais quand même, quand on en manque de logements, nous aussi, à Victoriaville. Mais on va... c'est une bonne question. En fait, c'est quelque chose moi aussi qui me titillait un peu ce matin. Est-ce qu'on avait cette information-là? Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas à Montréal qu'on ne doit pas s'en préoccuper, étant donné le contexte. Je suis sûr que les conseillers municipaux qui ont fait leur porte-à-porte ont constaté qu'il y avait du Airbnb, du légal puis du illégal. Mais je prends bonne note on n'a pas la réponse, je pense pas que personne l'a, mais on va la regarder par contre, M. Morin. Je pense que ce serait important qu'on s'en préoccupe effectivement, puis on va recenser la chose. Mais là, on ne peut pas vous répondre ce soir, honnêtement. Ma dernière petite question, c'est concernant l'entente pour l'agrandissement de la piscine Édouard-Dubois. Oui. Est-ce qu'il y a un montant que la ville maximale? Pas pour l'instant. Non? OK. On est vraiment à l'étape de vraiment appuyer le projet. Puis ça va se creuser un peu plus au fur et à mesure que le projet va avancer. Mais là, ce qui est important à court terme, c'est d'avoir l'appui de la ville pour que le centre de services scolaires puisse faire une demande au PAFIRSPA. Là, on est rendu là, c'est vraiment ça, mais les chiffres ne sont pas sortis encore. Là. OK. Merci. Merci, M. Morin, pour vos questions. Madame Lemelin? Bonsoir. Merci Bonsoir, de m'accueillir encore une fois. Bien, je dois dire que j'ai beaucoup apprécié les questions de M. Morin sur le mont Arthabasca. Ça me semble absolument important, non seulement de consulter le milieu économique et le milieu touristique et le DG de la CRV, mais aussi la population. Alors, il me semblerait vraiment important là, sur ce sujet-là qu'il y ait une consultation publique des citoyens et des citoyennes. Alors, j'en profite pour le mentionner. Et puis, la question des Airbnb, c'était très intéressant aussi. Cela dit, ma question porte sur le point 5.1, la création des comités de quartier dans 3 districts, alors qui était une promesse phare du maire, promesse que je trouvais fort intéressante d'ailleurs aussi. J'aimerais en savoir plus sur qu'est-ce qui s'est passé depuis. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui ont postulé sur ces postes-là? Est-ce qu'il y a eu des gens dans tous les quartiers? J'ai cru comprendre que vous allez nommer des gens dans une liste en annexe là, qu'on n'a pas, mais bon, qui doit être possible de trouver en quelque part. Selon quels critères ces gens-là ont été choisis? J'imagine qu'il devait avoir des critères. C'était pas juste « lui, je le connais, il est fin » ou « elle, c'est ma bonne chum ». J'imagine qu'il devait avoir d'autres choses un peu plus rigoureux. Alors, j'aimerais en savoir plus. Et là, je comprends que les conseillers ont été nommés dans la résolution, ont eu le pouvoir de nommer si jamais il y a des postes vacants. Alors, eux autres aussi, j'imagine, devront respecter ces critères-là. Alors, j'aimerais avoir des détails sur comment là, ça se fait tout ça. Bien, premièrement, on a 3, comme vous savez, on a 3 quartiers qui ont été visés. Mes collègues Christian Reyes dans son quartier, Jean-François Lépine et Caroline Pilon. Caroline, en passant, est la conseillère responsable du dossier. Donc, ça comme ça, à défaut de meilleurs termes.
C'est un projet qui fait... oui, c'est une promesse forte du maire. Puis, vous savez, je suis quelqu'un qui croit beaucoup à la consultation. Puis, pour revenir au Mort Tabasca, oui, effectivement, je prends bonne note de votre commentaire. La consultation devrait se faire, là. Parce que ça va être un projet fort pour la ville de Victoriaville. Puis aussi, ça risque peut-être d'être un projet signature touristique aussi. Donc, ça peut être très intéressant. Mais comme je disais tantôt à M. Morin, on n'est pas rendu là pour l'instant. Ouais, on va puis consulter. On ne peut pas Disney World ici, le non plus. Là, hein? On se l'est fait assez dire par nos citoyens. C'était comme une pré-consultation, finalement, là, que notre campagne électorale, qui nous a amené d'ailleurs à prendre la décision qu'on a prise au mois de décembre passé. Pour les quartiers, je reviens au comité de quartier. On a, je crois, une cinquantaine de personnes, tu me corrigeras, Caroline, mais on a à peu près une cinquantaine de personnes là, qui ont été sélectionnées là, dans les 3 quartiers en question. Les qui critères, ont postulé, mais qui ont été qui ont postulé, oui. Qui ont postulé, excusez. Qui ont postulé, effectivement. Il y en a eu moins que ça, naturellement, dans la sélection finale. Les critères de sélection, c'était... Bon, il y avait une lettre de présentation je pense qu'on formait. Il y a des questions d'âge, de sexe, de diversité et compagnie. Mais là, je laisserais peut-être le soin à Caroline peut en dire un peu plus. En fait, la façon qu'on a procédé, merci, M. le maire, c'est qu'on voulait initialement, on a choisi 3 secteurs avec un tissu social totalement différent. Hein? C'était ça la prémisse de départ. Ensuite, on s'est dit, bien, comme par exemple dans mon secteur à moi, puis ce sera la même chose pour mon collègue Christian et Jean-François, on a un secteur électoral, mais avec différents pôles, en fait. Alors, moi, je suis allée chercher des gens dans chacun des secteurs. Je n'ai pas pris 4 personnes du colonial. On s'entend que moi, je voulais prioritairement, c'était avoir des gens dans chacun de mes secteurs, autant d'hommes que de femmes, bien entendu. Ensuite, l'âge. Je voulais avoir des gens qui étaient aussi actifs au niveau du travail. Je voulais avoir des gens retraités. On voulait avoir des gens, et c'était la même chose pour tout le monde, justement pour nous donner le meilleur feedback possible avec leur expérience et tout ça, là. Donc, c'était les critères de base. C'était pas la question, est-ce que c'est mon ami, c'est pas mon ami, je l'aime pas, je le veux pas. Hein? Pour répondre à votre question, pas du tout, on était loin de ça. Donc, on était contents. On a eu plusieurs belles candidatures. Il a fallu bien entendu, se trancher puis décider. Mais on est allé vraiment en ce sens-là pour avoir des gens de tous âges avec des expériences différentes dans nos secteurs différents. C'est la façon qu'on a sélectionné nos gens. Assurer la représentativité de la société. C'était la base. Okay. Oui, absolument. Intéressant. Les gens qui n'ont pas été sélectionnés ont une réponse? Ah, tout à fait, absolument. Les gens ont été avisés la journée même quand la sélection s'est faite. Les remerciants, d'ailleurs, d'avoir pris... Parce qu'on est très chanceux d'avoir autant de gens qui se sont quand même... 50, c'est bien. Oui, tu sais, ça veut dire que les gens sont intéressés puis qui ont envie de faire partie. Fait que pour nous, c'était déjà une belle façon de dire, ben wow, hein, ça va sûrement être une réussite, là, ces comités-là. Okay. Donc, on est rendu là. La semaine prochaine, d'ailleurs, les comités débutent. Alors, oui, le premier comité aura lieu le 9 dans le secteur de Jean-François Lépine. Le 10, ce sera chez moi. Et le 17, dans le secteur de Christian Raillès. Alors, il y aura déjà une première rencontre qui sera cédulée là, à ces dates-là. Donc, on va écouter nos gens. C'est la première aussi. Hein? On se donne le droit aussi de se tromper, de reculer, puis surtout de s'adapter à nos citoyens. C'est surtout la base. Très bien. Merci. J'aimerais ça aussi en profiter pour peut-être revenir sur l'intervention de, comment s'appelait, M. Grenier. Lorsqu'on n'est pas d'accord avec un vote comme le vote qui a été pris tantôt là, concernant la dérogation mineure au 10.1.4 concernant l'émeute du numéro 19 de la rue Éric, est-ce qu'il aurait pu demander une révision? C'est quoi le procédé? Comment se fait-il que ce monsieur-là, qui n'a pas été rencontré lors de la réunion du comité ou avant la réunion du comité consultatif d'urbanisme, et est-ce qu'il aurait pu demander une révision du point de vue en amenant de nouveaux arguments? C'est quoi la procédure, normalement? Je vous laisserai peut-être le soin. Qui aurait pu être prise à sa place. Je me mets à sa place, là, puis j'avais un peu sympathie pour lui, disons, là, et ses préoccupations. Alors, en fait, la loi prévoit que dans un cas de dérogation mineure, il y a un avis public qui est formulé, puis ensuite, en fait, le comité consultatif d'urbanisme voit le projet, il y a un avis public,
Puis le conseil adopte la résolution. Puis l'avis public mentionne que les personnes qui sont opposées ou qui ont des commentaires à formuler concernant une dérogation mineure peuvent se présenter pour venir formuler les éléments, en fait, pourquoi ils s'opposent, pourquoi le projet devrait être modifié. Dans ce cas-ci, on avait déjà les informations en amont. Donc, monsieur avait déjà envoyé ces informations. Mais en fait, suite à l'adoption, bien, la décision est prise. Donc, la décision est... Je comprends, mais il est venu parler avant l'adoption. Oui, sauf qu'on avait quand même déjà... Le Conseil avait déjà été au fait des informations. Okay. Dans le fond, le Conseil a à prendre une décision qui est raisonnable compte tenu des informations qu'elle a entre les mains. C'est une décision qui est discrétionnaire pour le Conseil municipal. C'est de l'urbanisme discrétionnaire. Donc, dans un contexte comme ça, la décision est... Si la décision est correcte et légale, c'est une décision qui est prise. Il n'y a pas de révision possible. Mais qui est avant la décision, vous auriez pu décider de reporter, par exemple, comme ça a été fait au point suivant. On reporte la décision, on va s'en reparler, puis on va revenir. Non, mais là, c'est parce qu'on n'avait pas... Dans l'autre cas, on n'avait pas toute l'information. On l'a eu après. C'est pour ça qu'on a décidé de reporter. Mais dans l'autre cas, on avait toute l'information qu'il fallait. Là. Le monsieur était rencontré. Le monsieur... Il a été rencontré? Oui, par l'administration. Rencontré téléphoniquement parlant. Possiblement. Oui. 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 Par l'administration, oui. C'est bien rare qu'on les rencontre pas pour des cas comme ça. Bien, il a été rencontré ou au téléphone, là, mais il y a quelqu'un qui lui a parlé dans l'administration avant que ça passe à la séance du conseil de ce soir. OK. Bon. D'accord. On apprend à toutes les séances. Merci beaucoup. Merci, Mme Lemay. Il y avait d'autres questions? Il n'y avait pas d'autres questions en personne, non. Donc, on en serait rendu à la levée de l'Assemblée, finalement. Oui. Donc, ça me prendrait un proposeur, Olivier Bergeron et Mariska Labarre, seconde, la levée de l'Assemblée. Donc, on se donne rendez-vous pour le début juillet. Rappelez-moi la date, Mme la greffière, je ne me souviens plus par cœur. Le 6 juillet, donc, la prochaine séance du Conseil. Je vous souhaite une bonne fin de soirée pour ceux qui sont à la télé. Bonne fin de soirée aux gens dans la salle. Merci d'être présents. Puis, on se reparle au début juillet. Bonne soirée. C'est peut-être ici, va savoir. L'autre, c'est peut-être toi, va savoir.